c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Fait que de quoi qu'on parle? On parle de tokenisation immobilière, en fait, de financer des projets immobiliers via le capital action de l'entreprise, du promoteur immobilier. On prend un monde qui est vraiment du passé, un monde de dinosaures quasiment. Ouais. Tokeniser, ça veut dire digitaliser les actions. Ça veut dire de prendre les actions puis de les amener sur le digital. Ces actions-là, c'est dur à échanger. Puis nous, on veut simplement le simplifier, le démocratiser. Enlever la friction. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Je m'appelle Léo Brunet, je suis cofondateur de Vision Dev, notre entreprise d'investissement immobilier. Dans le cadre de mon travail, je fais des rencontres de personnes extraordinaires, des entrepreneurs, des innovateurs, des gens qui ont des projets qui vont changer le cours des choses et je me fais un plaisir de les interviewer pour en apprendre davantage sur leur industrie, sur leur parcours et surtout sur les astuces qu'ils utilisent pour opérer leurs entreprises et qu'on peut utiliser nous aussi dans notre boîte pour améliorer le cours des choses. Ça fait plus de 30 ans qu'on peut acheter et vendre des actions publiques sur Internet. Et même, j'ai trouvé que depuis 1602, que la première transaction publique a eu lieu, c'était la Dutch East India Company qui vendait des actions au public pour financer leurs expéditions marchandes. Et pourtant, en 2024, on n'est toujours pas en mesure de vendre des actions d'entreprises privées sans que ça prenne énormément de temps, que ça implique beaucoup de monde et que ça coûte beaucoup d'argent, ce qui vient nous freiner à en faire plus puis à avoir tendance à tout simplement les éviter. Notre invité d'aujourd'hui, grâce à son background en programmation, a vu ici une opportunité extraordinaire de complètement changer le marché privé au Québec comme au Canada. Marc-Alexandre Curodo, avec son entreprise Tokeys, travaille à tokeniser le marché de l'immobilier pour commencer, en créant une plateforme marchande légale et transparente où les promoteurs immobiliers et les investisseurs peuvent se rencontrer pour faire des transactions en toute conformité et en toute transparence. S'ils réussissent, et j'y crois fermement, ils changeront considérablement notre écosystème et notre industrie. Vous ne voudrez pas rater cet excellent épisode. Ça tourne. Tout tourne. Nice. Bon, hey, merci de l'invitation. Cheers. Ça me fait vraiment plaisir. J'aurais aimé ça cheer avec toi, mais... Ben, on peut cheer avec de l'eau. Moi, je suis rendu à l'eau. Let's go, on cheer. Trop de café, il faut que je dilue la caféine. Ouais, regarde. Moi, à l'université, j'ai pris trop de café. Puis, à cause de ça, je suis obligé de prendre du décaf le restant de mes jours. Une intolérance à la caféine depuis ce temps-là. Ben oui, mélange de Red Bull puis de caféine, c'est pas bon. Puis là, ça fait pomper ton cœur vraiment vite. Ils nous donnaient du Red Bull à l'université. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ils ont remplacé nos chaises qu'on avait avec des caisses de Red Bull. Fait que, tu sais. Moi, by the way, j'ai étudié en génie physique à l'Université Laval. OK. Puis, j'ai parti ma première business. Je sortais du bac. J'ai jamais eu l'intention de faire ça dans ma vie. Fait que j'ai parti une business, genre à l'âge de 24 ans, je pense. Puis... business de quoi? Dans les compresseurs d'air. Aucun rapport avec l'immobilier. OK. Aucun rapport. Puis... j'avais vu... compresseur d'air pour... Industriel. Air liquide, c'est quelque chose? Air liquide, ça, c'est pour la soudure? Ils produisent du gaz médicaux, ouais. aussi industriel, pour l'électronique, beaucoup aussi. Okay. Tu sais, des gaz purs là, pour faire des processus des chips ou des affaires de même. Là, des chips électroniques. Ouais. Ils utilisent beaucoup des gaz très, très purs, puis ils ont besoin de compresseurs purs aussi, qui n'a pas d'huile dedans, qui ne va pas contaminer le gaz. Fait que j'étais allé là-dedans. Puis c'est un drôle de sujet, hein? C'est fou, mais ce qui m'a amené à ça, c'était une suite de hasards. Puis, mais l'important, c'était pas ça. C'est que j'ai découvert avec ça le plaisir du financement d'entreprise. C'est vraiment ça que j'ai découvert avec ça. Puis, à la longue, je suis allé chercher des subventions de ça.
probablement comme toi aussi, j'imagine, Mhm. là, dans ta Ouais, business. on est allé en chercher. Tu sais, quand il y a des tiroirs, on les rouvre puis on va y gratter. Mais j'ai découvert aussi l'art du capital action. Ça, c'est, euh, c'est tout un sujet. On peut pas en parler, je pense, pendant 2 heures de temps là-dessus parce que sinon, Si tu je pense veux. que le monde vont s'endormir sur un solide temps. Mais c'est assez technique. Mais j'ai découvert ce domaine-là qui est fascinant parce qu'il y a place à plein de... Ça l'ouvre la porte, c'est un domaine qui ouvre la porte à l'imagination dans la manière dont on peut closer un deal. Tu sais, t'es pas obligé de faire exactement comme l'avocat est dit de faire. J'ai découvert à la longue qu'on peut amener des manières différentes de le faire. Des manières innovantes de le faire. Puis j'en ai fait plusieurs. Là. Ma première transaction, c'était avec Desjardins Capital, dans le temps. Puis d'autres. Mais c'était quoi ton rôle dans cette... T'as acheté une compagnie? Dans le fond, c'était ma business. Ouais. Puis j'ai simplement... Toujours ta business d'air compris. Exactement. Puis j'ai complètement. simplement levé une ronde de financement pour ma business. Pour financer la business, pour financer la croissance de la business. Puis dans le domaine techno, t'as pas de garantie. Là. Tu sais, t'as rien. T'as pas d'actifs. Mhm. Tu sais, tu te pars, puis c'est soit un service, c'est soit une technologie que tu développes, mais t'as pas d'immeuble comme vous autres. Tu sais. Mhm. Là, toi, c'est facile. Ben, non, c'est pas facile, mais Mais c'est des actifs qui sont c'est qui sont des actifs que tu leverageable, peux... qui sont concrets. C'est ça, tu as de l'équité, puis tu peux te Mhm. baser sur cette équité-là pour croître, puis croître, puis croître. Plus tough, c'est de se partir, évidemment. Mais, puis de faire bien tes opérations. Mais dans la technologie, t'as pas ça. Fait que comment tu fais? Ben, tu peux y aller via la méthode du capital action. Puis, je saute peut-être du coq à l'âne, mais si je reprends ça à aujourd'hui, Mhm. ben c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Fait que de quoi qu'on parle? On parle de tokenisation mobilière, en fait, de financer des projets immobiliers via le capital action de l'entreprise, du promoteur immobilier. Fait que tokeniser, ça veut dire digitaliser les actions. Ça veut dire de prendre les actions puis de les amener sur le digital, Mhm. puis via la blockchain dans ce cas-ci. Puis mobilière pour valeur mobilière ou les actions. Les valeurs mobilières, ça représente les actions d'une entreprise. Donc, Tu as amené le concept du crowdfunding. pas tout à fait, parce que le crowdfunding, ça s'adresse à tous. Mhm. Puis quand on parle de vendre des actions, c'est encadré par des règlements, c'est encadré par l'AMF. Puis Le on peut pas crowdfunding n'est pas encadré par l'AMF? un crowdfunding aussi, mais on peut pas, jusqu'à maintenant, comme diviser des parts d'un immeuble. On peut diviser une compagnie en actions, ça on peut le faire, ça se fait depuis le début des temps. Ouais. Mais on peut pas diviser un immeuble en parts. Il faut que l'immeuble soit dans une société, puis que la société, la société, il y a des actions, puis ces actions-là, on peut les revendre, mais ce Sur qu'on une appelle sur plateforme le de crowd. marché dispensé. On Ouais. peut pas le vendre sur du crowdfunding, comme du crowdfunding. Ça, c'est pas permis. OK. Le crowdfunding, entre guillemets, s'appliquerait plus à diviser des parts d'immeubles, malgré que c'est pas possible de le faire, là, encore. Mais d'une manière imagée, là, dans certains pays, ils le permettent. Puis ce que ça permettrait de faire, c'est que ça permettrait de diviser des immeubles en parts. Au lieu d'avoir une compagnie, tu pourrais owner un immeuble d'une manière personnelle ou via ta compagnie, peu importe comment tu le owns. Puis tu pourrais diviser cet immeuble-là en parts, puis vendre des parts ou vendre un condo carrément Ouais. via En indivision. en indivision. Fait que ça serait une copropriété. Ouais, mais ça, c'est pas permis encore ici. Mais genre au Brésil, en France, les pays qui sont d'origine française permettent ça. Les pays d'origine du common law permettent pas ça encore. C'est intéressant parce que l'indivision, ça vient de France, justement. Puis c'est un concept très populaire en France. Puis ça a commencé au Québec, à Montréal, dans le quartier Outremont, par les Français, quartier très L'indivision français. est possible. Ouais. Mais je veux dire,
on peut pas tokeniser ça puis se mettre à le vendre comme du crowdfunding. OK. Sur le principe du crowdfunding, c'est pas possible de le Donc, il faire. faut qu'il y ait une entreprise qui détient la propriété. Faut absolument qu'il y ait une entreprise qui détient la propriété et via les actions de cette entreprise-là, on peut vendre les actions. Mhm. Puis ça se fait déjà. Là. J'ai pas réinventé Non. la vente d'actions d'une entreprise. Je l'ai faite bien avant l'ère où ce qu'on appelait ça de la tokenisation. Fait que Là où tu appelles ça de la tokenisation, Là où c'est que j'appelle- c'est fait par le blockchain. Là où Travers- j'appelle ça comme ça, c'est qu'on amène un monde qui était hors numérique, complètement hors numérique, Ça prend un notaire, sur le des numérique. contrats. On fait juste prendre tout ce qui était hors numérique, donc ce qu'on appelle le marché dispensé, donc tout ce qui est hors public. Donc, tu as le marché public sur la bourse, ça c'est une chose. Ça a été numérisé, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est hors public, donc probablement ta compagnie Mhm. a 50 actionnaires et moins. Donc, à ce moment-là, si tu vends des actions, tu serais considéré comme étant sur le marché dispensé. Puis là, à ce moment-là, il y a des règles là, qui encadrent ces transactions-là. Ça peut pas être fait Mhm. n'importe comment. Il faut que l'investisseur signe une dispense, etc. C'est pour ça qu'on peut pas au Canada faire un processus de crowdfunding via du capital action. Fait qu'essentiellement, on prend un monde qui est vraiment du passé, là, un monde de dinosaures quasiment. Là. Les actions sont papier. Là. Tu sais, quand tu vends des actions, t'as une compagnie, tu sais de quoi je parle. T'as des actions papier, puis c'est souvent détenu par le bureau d'avocat qui a fait ta transaction, qui a créé la société. Ou ces actions-là, c'est dur à échanger ou c'est dur de racheter tes investissements. C'est possible de le faire. Ouais. Mais ça va être dur de racheter si tu veux racheter tes investisseurs. Probablement que tu veux pas faire ça. Mais ceux qui veulent le faire, ben il y a des clauses à suivre dans la convention d'actionnaire pour pouvoir faire ça. Puis, ben, c'est un long processus qui peut durer plus de 6 mois. Puis, ben, dans les 6 mois, ben, la valeur de la compagnie peut changer, l'actionnaire peut changer d'idée, il peut se passer plein d'affaires. Fait que plus le temps est long, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué, plus ça coûte cher. Puis plus ça coûte cher, ben, plus on veut pas faire ça Moins souvent. c'est justifié. Hein. On veut pas le faire carrément. Fait que autant pour les actionnaires qui veulent pas passer par un processus de même tout le temps que les promoteurs comme toi. Fait que tu sais, c'est un processus qui est complexe. Puis nous, on veut simplement le simplifier, le démocratiser. Enlever la friction. C'est démocratiser, nous qu'on dit. Fait que démocratiser l'investissement. Ça veut pas dire que de démocratiser l'investissement, ça va être pour tous. C'est pas ça, moi, que je veux dire par démocratiser l'investissement. À long terme, c'est sûr qu'on va travailler avec l'AMF pour essayer d'aller le plus loin que possible. Mais on va toujours travailler avec l'AMF pour le faire. Puis, l'AMF a prévu des choses comme les notices d'offres qui vont chercher des investisseurs à 75 000 de salaire et plus, et etc. Mais on va prendre une bouchée à la fois. Ouais. Puis, la première bouchée, c'est vraiment de s'attaquer aux investisseurs, aux gros investisseurs, en fait, qualifiés, qui n'investissent pas tous en immobilier, pour plusieurs raisons. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est compliqué pour eux de revendre leurs actions. Si c'est des passifs puis qu'ils veulent simplement se retirer quand bon leur semble, c'est pas vraiment possible de faire ça. Fait que beaucoup d'investisseurs qui sont dans le domaine, mais qui veulent pas non plus être là pour 30 ans, là, nécessairement dans le même projet. Là, ils veulent pouvoir retirer leur billet un peu comme à la bourse. Peut-être pas à chaque jour comme à la bourse, mais une fois par année, ça serait quand même bien. T'sais. Ça donne plus de flexibilité qu'une fois aux 5 ans ou une fois aux 10 ans. Ouais. Puis ces investisseurs-là recherchent essentiellement de la flexibilité, de la transparence, essentiellement. Puis ce que le blockchain permet de faire, c'est d'avoir des smart contracts. C'est d'avoir des smart contracts. Flou, ce concept-là. Smart contracts, c'est simplement, vous voyez ça comme un espèce de robot informatique
qui applique des règles qu'on a fixées au préalable. Tu sais, une convention d'actionnaire, c'est des règles qu'on a fixées au préalable. Puis, donc, un shotgun, les délais exact. que tu te donnes, par exemple, pour répondre les 10 L'avocat a jours, les déjà 30 tout jours. fait ça. C'est juste manuel. C'est Ouais. juste écrit sur un bout de papier. Ça prend 50 pages pour l'écrire. Puis ça dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans les moindres petits détails. Tout est déjà là. Tout est déjà automatisé. C'est juste automatisé sur un bout de papier pour dire qu'est-ce qu'on fait dans tel scénario. Pourquoi pas prendre ça puis mettre ça dans des smart contracts? Des smart contracts, c'est entièrement informatique. À ce moment-là, automatisé si l'ensemble des parties est sur un écosystème qui est numérique. Si tout le monde, si tes actions, eux aussi, sont numériques, si tout ça est numérique, à ce moment-là, c'est possible d'automatiser des processus. Puis cette automatisation de processus-là, sur la blockchain, ça s'appelle des smart contracts. Je comprends. Puis là, en ce moment, travailles-tu sur une plateforme qui donne une mise en page ou comment on appelle ça, là, une page web ou une application où est-ce que tu peux faire des actions comme vendre des parts? Ouais, très bientôt, on va sortir, fort probablement au mois de janvier, la phase 1 de notre plateforme qui est pour les promoteurs. Fait que les promoteurs vont pouvoir venir se connecter, rentrer leur dossier d'investissement. Puis ils vont simplement rentrer leurs projets, rentrer leurs actifs, passifs, un peu de la même manière que tu le fais déjà avec un courtier hypothécaire. Fait que tu rentres tes passifs, tes actifs, puis le courtier regarde, y a-tu assez d'équité pour backer le projet. La seule différence dans le domaine du capital action, c'est qu'un investisseur investit sur la base qu'il va y avoir du rendement plus tard. Parce que c'est un actionnaire, hein, il prend part à ta business, il prend part au rendement sur le gain en capital. Au même titre que toi, c'est pour ça que tu es en affaires aussi, tu veux du rendement sur tes actions. C'est pour ça que tu es là. Fait que l'individu qui va investir veut exactement la même affaire que toi, mais il faut que tu y montes. Fait qu'il faut que tu y montes, gars, sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Puis l'avantage de l'immobilier, c'est facile à faire. Vous avez vraiment des gros avantages par rapport à d'autres industries que c'est très, très difficile même de prévoir un an ou 6 mois. Moi, dans ma business, prévoir 6 mois, ça se peut qu'on ait pivoté, qu'on ait changé une tarification. Ça se peut qu'on ait changé des choses qui font que ça change les revenus. Vous autres, vous avez X nombre de loyers. Ils vont augmenter de 5 % par année. Les dépenses vont augmenter de 3 %. Tout ça, c'est facile à rentrer dans une simulation. Fait que c'est ça qu'on a. Fait que quand tu vas aller mettre ton projet sur la plateforme, ben essentiellement, ça va permettre de simuler sur X nombre d'années qu'est-ce que ça fait au niveau des revenus, qu'est-ce que ça fait au niveau des dépenses, l'équité, elle va ressembler à quoi, le rendement sur les actions va ressembler à quoi pour les investisseurs. Puis essentiellement, ben, ça va permettre au promoteur de savoir son projet, est-tu bon ou pas bon pour du capital action. Parce que c'est complètement différent. Oui, ça se ressemble au niveau des données qu'on rentre. Tu mets tes actifs, tes passifs, pareil. Mais ce qu'on veut voir, c'est pas la même chose. Fait qu'on a besoin de créer oublie pas, on veut démocratiser l'investissement. On veut le démocratiser pour les investisseurs, mais aussi pour le promoteur, parce que c'est un sujet qui est complexe. Fait qu'on veut le faire d'une manière que ce soit facile à comprendre. Puis pour ça, ben, on a besoin de bien travailler la manière dont on affiche les données, qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher pour le promoteur, puis il faut qu'il comprenne facilement que son projet fasse du sens ou pas pour un investisseur en capital. Je sais qu'il existe déjà des plateformes qui sont basées aux États-Unis comme Agora ou Syndication Pro, je pense le nom. C'est des plateformes qu'on considère en ce moment parce que c'est des portails pour les investisseurs avec des offerings. Ils sont souvent spécialisés dans l'immobilier sur là. Puis ça permet de voir les différents projets dans lesquels les investisseurs pourraient investir.
Une fois qu'ils sont investis dans ce projet-là, ben, ils reçoivent toutes les updates. Ça ressemble Ça, énormément à ça. Ça, En cette fait, plateforme-là, c'est un portail, c'est un Google Drive boosté avec de l'infographie, puis ils sont capables de même acheter leur part dans les projets à travers la plateforme. Ben Je pense oui. qu'ils travaillent avec... j'oublie le nom de la plateforme de paiement, mais tout est quand même Stripe? sécurisé. Je pense que c'est Stripe. Ouais, au Québec, c'est pas pareil. Là, à cause de l'AMF, on peut pas faire ce genre de processus-là. Faut qu'ils soient Mais- qualifiés. Ils ont quand même leur conformité aux États-Unis. Ouais. Mais je pense pas que ces plateformes-là, ça soit sur le blockchain, par contre. C'est juste un portail où est-ce que les signatures électroniques vont se retrouver. Toute la documentation est disponible pour tout le monde. Mais c'est pas des smart contracts. C'est juste qu'ils sont digitalisés. Ça se pourrait que ça le soit, mais que tu le saches pas. OK. Quand tu vas chez Walmart utilise de la blockchain pour faire fonctionner tout son système opérationnel de livraison. C'est très, très, très documenté sur Internet, là. Même chose pour Home Depot, ils utilisent beaucoup la blockchain, puis personne ne le sait, là, ou presque. Là. C'est pas très connu. Il y a des softwares qui utilisent la blockchain, mais qu'on ne sait pas. C'est pas nécessairement sexy de s'afficher blockchain. Nous, on a décidé de ça peut faire peur à s'afficher du quand monde. même. Ouais. On a décidé de s'afficher quand même. Mais pas non plus dans les moindres détails. Tu sais. On ne commencera pas à expliquer exactement comment ça fonctionne, quel protocole qu'on utilise, etc. Mhm. Tandis que les puristes, eux, ils vont passer vraiment à détailler. Ils vont passer beaucoup de temps à détailler tout ça, tu sais. Puis ça va attirer justement des puristes là-dedans. On veut vraiment démocratiser. Fait on se base. Je vais dire souvent ce mot-là, mais on se base là-dessus pour tout. On se base là-dessus pour toutes nos décisions, tout ce qu'on fait. Puis oui, ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on est en train de faire, mais Ok. pour le Québec. Pour le Québec. Spécifique au Québec. C'est sûr qu'on va, après le Québec, on va aller dans d'autres régions du monde, mais il va falloir faire le même processus, admettons, avec la Floride, avec l'entité légale de la Floride. Elle ressemble beaucoup à l'AMF. Mhm. Fait qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, comme ramasser l'argent des investisseurs si on n'a pas le droit. L'argent n'a pas le droit de passer par nous, à moins qu'on soit un courtier en marché. Bref, c'est complexe, là, mais... Non, mais parlons-en. Moi, je navigue beaucoup là-dedans. C'est extrêmement important pour nous d'être conformes, de travailler avec les bonnes licences, respecter les différentes dispenses. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont cow-boys dans ça, puis qui savent même pas, qui sont constamment en train de briser des règles, puis qui se font pas pogner parce qu'il y en a tellement. Ils pensent qu'ils se font pas pogner, mais j'en ai vu il y a 2 semaines, il y a un gars, ça passait dans le journal Les Affaires à Québec, là. Il y a un gars qui s'est fait coincer par l'AMF. C'est un homme d'affaires Mhm. qui s'est fait coincer par l'AMF. Là, je me rappelle plus pour quelle raison spécifique, là. Mais c'était dans l'immobilier, ça arrive, là. J'en entends parler, vu que je suis là-dedans, je le sais. T'as pas le droit de lever de l'argent sans licence. Exact. À moins que tu rentres dans quelques petites dispenses qui sont à notre disposition. Mais il faut bien les connaître, puis il faut rester à l'intérieur de ces règles-là. Ouais. Puis il suffit d'une plainte. Puis si t'es pas une plainte d'un de tes investisseurs, ou même quelqu'un qui n'aurait pas investi avec toi, qui amènerait l'AMF à vouloir faire un audit sur qu'est-ce que tu fais. Puis si t'es pas dans les règles, c'est des énormes amendes, puis des grosses tâches à ton dossier. Oui, puis pas juste ça, c'est que être en règle, ça attire les investisseurs sérieux. Les vrais gros investisseurs, pas les... Oui, il y a de l'argent, il y en a partout. Mais les vrais gros investisseurs comme des banques, les banques investissent aussi. Oui, ils font des prêts, des hypothèques, tout ça, mais en réalité, ils investissent. Ben, ils aident aussi au niveau du capital action. Il y en a qui créent des fonds au niveau du capital action. Desjardins Capital, c'est un fonds en capital action. Oui, les fonds de pension aussi. Exact, mais tout ça, c'est encadré. Puis il faut pas que ça soit fait n'importe comment. Nous, on est un tiers. Puis vu que sur notre plateforme, c'est comme un peu un réseau de contacts, si tu veux, là, entre des promoteurs puis des investisseurs. Nous, on a besoin d'une licence juste pour permettre à l'investisseur d'entrer sur notre plateforme
puis de regarder des projets. On est en train de faire cette démarche-là. C'est pour ça qu'on a des étapes à respecter. On cherche d'abord des promoteurs. Puis ensuite, on va ouvrir la section investisseurs sur notre plateforme un peu plus tard, quand on va avoir l'accord de l'AMF pour le faire. Puis l'argent passe pas par nous. On est un tiers, on n'a pas le droit de vendre des subscriptions, détenir ou de procéder à la transaction. L'argent passe par un courtier en marché dispensé. C'est un peu comme à la bourse. Quand tu investis à la bourse, là, l'argent que tu envoies est envoyé à un courtier en placement. C'est le courtier en placement qui a le droit de vendre les actions de la compagnie qui est placée à la bourse. Sur Wealthsimple C'est des courtiers en placement qui sont derrière, qui ont la licence de courtier en placement. Derrière la plateforme. Ben oui. Tu le vois pas. Ben non, mais ça reste que c'est des gens qui ont cette licence-là avec les... Puis c'est normal d'avoir des licences. On vit dans un monde où le monde, il essaye de trouver des failles un peu partout. Ouais. Puis j'y crois beaucoup à la légalité des choses, à faire les choses bien pour démocratiser. Je pense que c'est important. Ouais. Il faut bien faire les choses légalement. Le fait qu'il y ait des fraudes dans le secteur, ça va pas aider le monde de l'immobilier. Puis je pense même qu'il y a beaucoup d'investisseurs que excuse-moi l'expression, mais ça les turn off. Le fait qu'il y ait des fraudes dans le domaine. Il y en a d'autres qui sont plus familiers avec le domaine, donc ça les fait moins peur. Mais ceux qui sont moins familiers, c'est sûr que c'est un frein là, à l'investissement. Fait que nécessairement, de faire légal, de faire les choses bien avec un courtier en marché dispensé. C'est comme à la bourse, hein? Au lieu du courtier en placement, c'est un courtier en marché dispensé. Essentiellement, là, c'est essentiellement ça. C'est sûr que c'est pas comme la bourse, parce que la bourse... ça l'accepte n'importe qui, mais c'est encadré différemment. Là, nous, c'est vraiment pour le marché dispensé, c'est-à-dire des investisseurs. Tant que tu es capable de fournir les preuves justificatives, puis la plateforme peut te qualifier quand même facilement, j'imagine. Dans le fond... Ça évite d'avoir un humain qui fait cette vérification-là. Dans le fond, la plateforme va faire une pré-qualification. C'est ça qu'on est en train de travailler avec l'AMF. Il va y avoir une pré-qualification au niveau des investisseurs. Une fois que cette pré-qualif-là est faite, l'investisseur va pouvoir entrer dans la plateforme, regarder l'ensemble des projets, puis il va y avoir, nécessairement, il va y avoir un fit. Ouais. Puis une fois que ce fit-là est trouvé, ben le courtier en marché dispensé arrive sur la plateforme. En fait, il est déjà là, mais je veux dire, il va piloter la transaction elle-même. Puis c'est à ce moment-là qu'il va avoir si tu veux, la vraie vérification diligente de l'investisseur. Autrement dit, c'est là que le courtier en marché dispensé doit faire tout son travail de courtier. C'est pour ça qu'il est là. Ouais. C'est pour ça qu'il est là. Puis il y a aussi l'autre côté qui est le promoteur. Donc, nous, on fait déjà une pré-validation du projet. C'est le même principe que l'investisseur. On fait la pré-validation. Puis une fois que ça s'est fait, ben le courtier, lui, va valider, va mettre son étampe finale, là, si tu veux. Ouais. Donc, peut-être juste pour donner du contexte à l'audience, puis c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé cette année à mieux comprendre. C'est super important pour nous de comprendre cet écosystème-là dans ce qu'on fait. Mais tu as le marché public, comme tu disais, qui est la bourse. Okay? Ouais. C'est accessible à tout le monde. Donc, n'importe qui peut acheter des parts sur la bourse. Puis 2, c'est extrêmement liquide parce que ça fait longtemps, comme tu dis, que c'est digitalisé. C'est rendu extrêmement facile d'acheter et de revendre des actions. Ouais. Tu as le marché privé. Puis c'est un énorme marché. En ce moment, le deuxième plus gros fonds immobilier au Canada est privé. Ouais. Le premier est public, mais le deuxième est privé. Tu ne peux pas acheter ses parts à la bourse. Le marché privé n'a pas été digitalisé, comme tu dis. Non. Donc, pour acheter tes parts, il faut que tu ailles cogner à la porte d'un courtier en valeur mobilière qui a sa licence pour les marchés alternatifs, marchés dispensés. Exactement. Okay? Tu les achètes à travers un broker, mais tu ne peux pas aller en ligne les acheter comme tu peux acheter des parts à la bourse. Exactement. Et toi, ce que tu veux amener, c'est la facilité qu'on retrouve à la bourse d'acheter et de vendre des parts dans le marché privé. Et c'est un énorme marché, le marché privé. Exact. Ce qui est un bel avantage du marché privé sur le marché public, c'est que cette facilité-là d'acheter et de vendre des parts dans le marché public amène beaucoup de volatilité. Ben oui. Donc, le fait
Tu peux revendre tes parts en 24 heures. Dès qu'il y a des mauvaises nouvelles dans l'économie, les gens se mettent à vendre. Ou s'il y a des bonnes nouvelles, les gens se mettent à acheter. Puis ça amène des grosses fluctuations dans les valeurs des parts. Mais tu sais, justement, je me permets une petite parenthèse. À la CUQ, quand j'ai fait la conférence, j'ai parlé d'une belle petite histoire sur justement le New York Stock Options, quand ça a été fondé. Ça a été fondé par un petit groupe d'hommes d'affaires qui s'appelait les Buttonwood Tree. Buttonwood Tree, excuse-moi. Buttonwood Tree. C'est ça? Je me rappelle plus. Button Tree. Buttonwood Tree, ça ferait du sens. Là. C'est un arbre à bois pour faire des boutons. Je pense que c'est ça. Excuse-moi, je m'en rappelle plus bien, mais quelque chose comme ça. C'était au début des 1700. Stock Exchange aux États-Unis. C'était pas officiel. C'était un petit groupe d'hommes d'affaires qui se réunissaient à New York parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Il n'y avait pas de possibilité de liquider tes actions. En fait, oui, mais c'était très dur. Fait que ils se réunissaient puis ils pitchaient l'entreprise pour laquelle il avait investi. Puis, voulez-vous échanger mes actions? Voulez-vous m'y acheter? Puis après ça, il y avait des discussions. Puis ça a viré le New York Stock Exchange à la fin du 1700. Puis quand ils ont officialisé ça, ça a attiré d'autres investisseurs. Puis ça a accéléré le développement de l'Ouest américain grâce à ça. Parce que l'augmentation de la flexibilité sur la liquidité des actions a permis d'attirer des nouveaux investisseurs plus sérieux, avec plus d'argent. Puis ça a augmenté la croissance des entreprises d'une manière rapide. Et c'est pourquoi la flexibilité, la démocratisation, comme tu dis, du marché privé. Puis toi, tu commences par l'immobilier parce que c'est l'actif le plus sûr ou le plus facile à tokeniser. Tu t'attends à ce que... On a tokenisé d'autres choses, hein, by the way. Ouais? Ah oui, on a tokenisé des tableaux. Okay. On a tokenisé de la musique. Ça fait un bon bout de temps qu'on fait ça. Ça fait depuis 2021 qu'on tokenise des trucs. En fait, même notre première tokenisation, c'était pour un bar, imagine-toi donc. Dans la région de Québec. Le bar n'existe plus. Je ne sais pas si c'est à cause de nous. Mais c'était pour un party dans un bar. On a tokenisé le party. Imagine-toi donc. On a vendu des bouteilles d'alcool en pré-vente. Depuis quand qu'un bar est capable de vendre des pré-ventes sur son alcool? Autrement dit, le bar, pour la première fois, était capable de prévoir ses achats en alcool parce qu'il était déjà vendu. En tout cas, ce qu'on a fait grâce à la tokenisation, ça a viré un party de tokenisation là, où tout le monde s'amusait à acheter dans ce soirée. Mais c'est super intéressant. Ça me ramène à mon explication sur les marchés publics versus les marchés privés. Ouais. En ce moment, sur les marchés privés, c'est pas mal surtout accessible à l'investisseur qualifié. Donc ça, c'est le high net worth individual. C'est la personne qui est, pour partager la définition, là, à confirmer de votre bord, mais un investisseur qualifié fait au-dessus d'1 million d'actifs ou fait au-dessus de 200 000 par année. Je pense que c'est juste 5 % de la population au Canada. Okay? Ouais, ça, c'est ceux qui peuvent naviguer là-dedans très facilement, acheter des parts dans les marchés privés en ce moment. Puis si tu te fais qualifier par un courtier, les investisseurs admissibles aussi peuvent rentrer dans ce marché-là. Mais ça, je ne me souviens pas exactement de la définition, sauf qu'ils ne pourront pas acheter plus que X montant de parts. Puis c'est des plus petites proportions de leur portefeuille qu'ils peuvent allouer à ces investissements-là. Puis ils se font contrôler pas mal par les courtiers. Puis en bas de ça, je ne sais pas si tu peux même rentrer dans les marchés privés en ce moment, à part peut-être dans le crowdfunding, qui est une très niche puis qui n'est pas si accessible. C'est très réglementé, le crowdfunding. Tu peux pas en faire n'importe quoi. Dans l'immobilier, en fait, là, en ce moment, on est loin du crowdfunding encore. Donc, je pense. Là, en tout cas, je pense qu'admissible, c'est 30 % de la population. Fait qu'il y a un 70 % de la population en ce moment qui peut pratiquement pas investir dans les marchés privés. Exact. Tandis qu'ils peuvent tout investir dans la bourse. Donc, quand tu parles de démocratiser l'investissement dans les marchés privés grâce à une plateforme, ben c'est vrai que ça vient donner accès à beaucoup de monde des investissements auxquels il n'y avait pas accès auparavant, qui étaient réservés aux
aux riches. Mais même les plus riches investissent pas tous en immobilier, tu sais. Non. Juste ça, on ferait déjà un grand pas. C'est un petit marché, en fait, l'immobilier. L'année passée, c'était 12 milliards. Juste 12 milliards sur le marché total du marché dispensé est bien plus gros. Il n'est même pas chiffré tellement qu'il est gros. Au C'est Canada, tu parles. au Canada. Fait que, je parle au Québec, excuse-moi. Le 12 milliards, c'est au Québec. OK. Là. Plus Fait de que, ça. je pense qu'avant COVID, il était genre à 30 ou 40 milliards, me semble que j'ai vu. Puis ça a baissé à 12. Puis Comment ça c'est en se train de peut? remonter. C'est ça que ça s'est retrouvé entre les mains d'individus ou ça s'est retrouvé dans des portefeuilles publics? Comment ça peut avoir diminué Tu autant? parles du marché? Ouais. Ben, écoute, je suis pas. Parce que les valeurs ont monté. C'est pas une question de. Ben, il y a eu un temps où les chantiers de construction ont diminué. Ça aurait pu expliquer. Ah, ça, c'est-tu le marché de la construction, peut-être? Ben, c'est lié, hein. Ce qui est. Nécessairement lié d'une manière ou d'une autre, là. Moi, je te parle du marché commercial et résidentiel à revenus. Donc, ce qui est à Strictement vendre, ça. quand tu mesures le marché, c'est ce qui est disponible à acheter. C'est ce qui a été, c'est ce qu'il y a eu en termes de transactions immobilières. Ah, OK. Transactions. Je comprends. Donc, c'est la mesure de la transaction. Ouais. Ouais. Je peux Puis- imaginer que ça a baissé. Puis c'est pas un si gros marché que ça, tu sais, Non. 12 milliards. Fait que si on peut attirer plus de capitaux, puis je le vois bien, il y a des promoteurs qui cherchent des capitaux. C'est pas une question que le marché est petit, c'est une Mhm. question que le marché a besoin de plus de capitaux. Ouais. C'est les capitaux qui freinent la croissance du marché et non l'inverse. Fait que je le vois en parlant aux promoteurs. J'imagine que tu le vois toi Mhm. aussi, là. Avoir accès à plus de capitaux, il y aurait plus de projets automatiquement. Le marché Ouais. est. Le marché pourrait exploser en ce moment. Ben oui, puis la démocratisation, c'est ça aussi, là. C'est en fait, dans un premier temps, c'est ça qu'on veut faire. Fait que, il faut attirer les capitaux plus sérieux, ceux qui ont plus d'argent, mais qui n'ont pas nécessairement la connaissance pour investir dans l'immobilier. Il y en a beaucoup, en fait, des gros fonds qui investissent strictement dans le même promoteur immobilier tout le temps, Mhm. parce qu'ils connaissent pas ça, parce que ils ont développé une relation avec cette personne-là. Mais s'il y avait plus de connaissances en immobilier, ces gars-là, ils ont beaucoup plus d'argent Ouais. que ils investissent des sommes limitées parce que leur savoir est limité là-dedans. Puis la flexibilité du marché est limitée. C'est pour ça qu'ils limitent à des plus petits montants, puis à un seul ou deux promoteurs. Mais si on était capable d'avoir plus de flexibilité, c'est là que nous, on mise qu'on va être capable d'attirer des joueurs plus sérieux, comme des banques aussi. La transparence ou la gouvernance pourrait-elle jouer aussi sur ce frein-là au capital qu'on a comparé au marché public, qui demande une extrêmement bonne transparence, puisque n'importe qui peut acheter là-dedans. C'est important que tout soit audité, puis il y a une visibilité dans ce qui se passe dans la business qui est plus grande dans les marchés publics que dans les marchés privés. Donc, il y a un plus grand risque, techniquement, d'investir dans les marchés privés, Ben puisque oui. tu as moins accès à l'information. Donc, quand même, c'est certain que de rendre les opportunités plus accessibles aux investisseurs simplement par une plateforme où ils peuvent les voir, premièrement, puis les sélectionner, c'est sûr que ça aiderait, faciliter la transaction. J'ai un exemple concret pour ce que tu viens de dire là. À chaque fois qu'un document officiel, par exemple une évaluation agréée qui est produite par un évaluateur réputé, passe par une boîte de courriel qui appartient pas à cet évaluateur-là, qui te dit que le document n'a pas été altéré? Puis là, ce document-là arrive dans les mains de l'investisseur, ou peu importe qui. Il y a eu une interaction du document qui est passé d'un officiel à quelqu'un, un tiers, puis à l'investisseur. Le tiers, ça peut être le promoteur, là. Ça Mhm. peut être n'importe qui. Puis, qui nous dit que ce document-là n'a pas été altéré? Ben, c'est à ça que ça sert aussi une blockchain. plateforme comme ce qu'on fait, là. C'est que si l'évaluateur agréé met directement son document sur notre plateforme, autrement dit, le promoteur l'invite
Mhm. puis il l'invite sur une plateforme à déposer le document, ben l'authentification sur la blockchain, si tu sais un petit peu c'est Ouais. quoi, ben tu sais, Ça peut plus jamais être c'est- transformé. les applications sérieuses, ce qu'ils font, c'est que tu scannes ton visage pour savoir si c'est vraiment la bonne personne qui s'apprête à déposer le document, tu sais, qui s'apprête à se connecter, en fait, via son wallet, pour être technique, là. Mais en scannant ton visage, ben, on vient de marquer au fer chaud le document comme de quoi c'est toi qui es dessus, là, tu sais. C'est toi qui s'apprête à le déposer. Puis Mhm. admettons que la personne, il donnait accès à une autre personne pour déposer le document, il va falloir quand même que l'évaluateur agréé scanne son visage. Donc, c'est son nom, pareil. Il va le savoir, l'évaluateur agréé, que c'est son nom qui est sur le document quand même. Fait que c'est lui qui est en cause s'il y a eu une fraude quelconque. Fait qu'à ce moment-là, c'est dur de contourner là, l'identité de la personne qui a eu le dernier, qui a été le dernier à posséder le document qui est Mhm. à l'extérieur de la plateforme. Va de même pour les états financiers. Tu sais. Pareil, c'est pareil, les états S'il y a un audités. auditeur, ben, Tu sais, c'est à lui quoi qui va ça sert de déposer. recevoir un audit en PDF Si si tu c'est peux été manipulé par 8 modifier le personnes. PDF? Tu sais, fait que c'est toutes ces incongruités-là qui font que il y a un manque de transparence, puis d'avoir un système qui est entièrement numérique, basé sur la blockchain dans ce cas-là, permet d'avoir beaucoup plus de transparence puis de rassurer les investisseurs. Un autre exemple, c'est, tu sais comme moi, la blockchain, ça conserve l'information. Puis même si on me payait là, pour modifier l'information qu'il y a dessus, on serait pas capable. Mhm. On serait pas capable à cause du protocole, la manière que c'est fait, la blockchain. Ça conserve les informations. Fait que l'ensemble des historiques des transactions sont aussi conservés. Fait qu'on a l'ensemble de l'historique. C'est comme un dossier de crédit, dans le fond, Mhm. qu'on peut pas modifier, que personne ne peut modifier, même un hacker peut pas modifier, puis ça n'a pas encore été fait, là. Il y a C'est vrai. personne qui a hacké encore la blockchain. Ça n'a jamais été fait. Mm. C'est probablement la seule chose qui a jamais été hackée, c'est peut-être ça. Fait que je sais pas pour le reste, mais d'une manière sécuritaire, je pense que je vois pas mieux que la blockchain pour être en sécurité au niveau de l'historique des données, puis de faire un dossier de crédit, là. Fait Donc, que l'idée d'avoir des smart contracts, c'est le contrat est sur la blockchain, donc il ne peut pas être altéré déjà en partant. Ce qui a été signé par les deux parties, c'est écrit dans l'univers, puis ça peut juste plus être changé. ben, c'est technique, puis moi, Mais c'est que ça peut amener aussi des automations. je suis pas le gars technique, mais ce que je sais de ça, c'est plus mon associé qui est vraiment technique puis qui pourrait y aller deep down. Mais ce que je sais, c'est que c'est très dur à altérer. Puis il n'y a Donc, ça jamais va demander de personne, l'unanimité si, il y a mettons, le jamais contrat. personne qui a hacké la blockchain parce qu'il faudrait hacker l'ensemble des wagons du train en même temps. Bref, Exact. ça serait excessivement complexe. De la manière que je vois le blockchain, c'est que le contrat, il est enregistré dans 1 million d'ordinateurs différents. Donc, c'est comme ça que l'information est véhiculée à travers le blockchain. C'est que tous les ordinateurs sont connectés ensemble et contiennent l'information d'une certaine façon ensemble. Ouais. Dans le fond, on appelle ça des nœuds. C'est un réseau. Il y a des nœuds dans le réseau. Il y en a plusieurs. Les nœuds c'est comme, on voit ça comme des serveurs, si tu veux. Puis chaque nœud fait ses calculs, fait ses opérations. Puis d'une certaine façon, le protocole va demander aux autres nœuds. Il y a comme un vote démocratique, si tu veux, quand il y a un changement de quelque chose. Il y a comme un vote démocratique pour savoir si c'est un changement qui est légitime ou non légitime. Puis si le vote est à 51, 50 plus 1, excuse-moi, ben à ce moment-là, le changement est légitime. S'il est en dessous, le changement Donc, est non mettons une légitime. altération à un contrat d'actionnaire qui demande que deux parties l'autorisent, ben ils vont être authentifiés par leur visage avant de cliquer « J'accepte », mettons, que cette modification-là ait lieu. Puis ça va être envoyé dans le blockchain pour être autorisé par le blockchain. Puis puisque c'est ça la commande, c'est que si ces deux personnes-là acceptent, ça peut avoir lieu Ben, et ça va être autorisé.
Non, c'était Ça- plus dans le sens que si un hacker veut venir modifier ça sans passer par le le système programme, ouais. normal, là, sans passer par l'ordre normal des choses, ben à ce moment-là, c'est comme ça que le réseau se sécurise. Tu sais, c'est comme si je te disais, tu as 1000 personnes, mais tu vas essayer de passer un message à une personne, mais au moment où cette personne-là a ce message-là, puis qu'il veut le transmettre aux autres, les autres se sont déjà réunis pour se demander est-ce que nous, on a reçu ce message-là aussi? Puis si la réponse est non, à ce moment-là, le message de cette personne-là va être refusé. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mhm. C'est pour ça que c'est hyper sécuritaire, puis c'est pour ça qu'il faudrait hacker, si tu veux, l'ensemble des nœuds presque en même temps pour réaliser cette opération-là. Fait que c'est dans ce sens-là que ça a été que c'est très sécuritaire. Puis c'est pour ça que ça fait tout son sens de se baser là-dessus pour créer un dossier, un peu comme un dossier de crédit, si tu Mhm. veux, pour savoir que si l'investisseur devrait avoir confiance ou pas en cette personne-là. Est-ce que cette personne-là a manqué des paiements? Est-ce que cette personne-là tu sais, on va avoir les vrais chiffres, là. On va avoir les vrais rendements. On va avoir, à chaque fois qu'il y a un versement d'argent, ça va passer par notre partenaire. Nous, on va recevoir la commande comme de quoi il y a eu un versement. Ça Puis vient tout est mettre à jour les enregistré. rendements. Exactement. Fait que c'est, tu sais, l'exemple que je te disais qu'un gros investisseur travaille tout le temps avec les mêmes promoteurs parce qu'ils ont confiance. Ben maintenant, Mhm. ils vont avoir une possibilité d'avoir confiance en plus de monde. Comme Airbnb a créé. Tu sais. Ouais, exact. L'idée, c'est que tu n'irais jamais loué d'un inconnu dans une autre ville si c'était pas de la confiance que la plateforme permet de créer par les reviews. Ouais. Puis, donc, c'est une autre Je suis pas. situation où la plateforme permet de collaborer, dans le fond. Exact. Je suis D'une pas un façon qui spécialiste sent... de blockchain, tu sais. T'as bien vu que c'est pas Non, mal. puis je pense pas que le bloc, tu sais, de comprendre exactement comment le blockchain fonctionne, c'est nécessaire Ben, pour pour mon comprendre. partenaire, ça l'est. Oui, ben parce que lui, la programme, la Mais moi, ma plateforme. force, c'est plus le modèle d'affaires. C'est plus Mhm. comment qu'on met tout ça ensemble. Ouais. C'est là que ça se complexifie beaucoup, là. Faut Hmm. que ça soit légal, faut que ça soit, faut que ça soit utile pour tout le monde, faut que ça soit simple. Il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de partenaires, on discute avec beaucoup de monde pour s'assurer que les choses fit, que les choses fassent du sens. C'est là que c'est plus compliqué. Est-ce que dans tout ça, la crypto entre en jeu à quelque part ou N- c'est Non, pas pas. nécessaire? Non, on s'adresse à des investisseurs qui ont de l'argent canadien, des dollars canadiens, excusez. Fait que non. Même dans la Euh, vision? Dans la vision, peut-être, mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec l'AMF. Je ne sais pas encore comment ça pourrait se faire, L'issue, c'est mais il va le falloir le faire d'une manière KYC. légale. Ça, c'est clair. Fait que si ça peut se faire, on va le faire, mais il y a tellement de choses à travailler avec eux. On va prendre une bouchée à la fois, pour Ouais, être ouais, franc, là. ouais. On va vraiment commencer par des gros investisseurs sérieux qui sont Qui sont strictement dans le établis, ouais. dollar canadien. Fait que, tu sais, juste pour t'imaginer, si on va en crypto, ça impliquerait que le courtier en marché dispensé travaille lui aussi en crypto-monnaie, ce qui n'est pas évident à trouver. Déjà là, je ne sais pas si ça existe. Il y a tellement de choses à voir. Il faudrait peut-être que nous, on soit courtier en marché dispensé plus tard pour réaliser ça. Est-ce que c'est Bref. dans vos plans d'avoir Euh, votre propre licence in-house? oui, c'est dans nos plans. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en claquant des doigts. Certainement pas. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler sur le long terme avec l'AMF. Ouais. À court terme, c'est vraiment de s'adresser à un marché d'investisseurs qualifiés qui est très sérieux. Ouais. Des grosses boîtes, des grosses firmes de gestion. Ça peut être des family office, ça peut être des banques. On veut vraiment s'adresser à des gros, à des sérieux.
Puis, plus le temps va avancer, ben, plus on va comprendre le marché, plus l'AMF va voir qu'on est sérieux aussi là-dedans. Ouais. Plus ils vont voir des statistiques, on gère bien les choses. Puis Fait quel que, tu sais, est faut l'intérêt partir. pour l'AMF de supporter ce projet-là? Est-ce que tu dirais que c'est la démocratisation? Je dirais que c'est la sécurité. Vraiment, augmenter la sécurité, c'est la clé. Puis pour eux, ils voient ça comme une façon d'augmenter la sécurité. Ben, je vais te le dire quand je vais recevoir la licence pour. Mais tu sais, en attendant, moi, ce que je vois, c'est clairement, sans notre plateforme, il y a plus de risques pour l'investisseur, là. Ouais. Juste du côté transparence, je t'ai donné des exemples qui sont assez concrets. Euh, tu sais, dans le marché normal, le monde passe même pas par. Tu sais, souvent, là, ils passent pas par des courtiers en marché dispensés, là, quand ils passent par du capital action. Fait que juste là, il y a un gros gain à faire en termes de sécurité. Faut comprendre aussi que l'AMF met à disposition un fonds d'indemnisation, hein. Quand le processus est fait d'une manière sérieuse, là, quand on passe par un courtier en marché dispensé, il y a un fonds d'indemnisation qui Pour est la mis. fraude? Ben oui, qui est mis. C'est sûr que le fonds, il donne accès à 200 000 maximum. Mais tu sais, c'est toujours dans le C'est principe que vrai, ça c'est ça qu'on s'adresse aux voit. petits investisseurs. C'est ça qu'on voit ils font de la publicité par rapport à ça. Mais tu sais, pour avoir accès à ça, l'investisseur doit passer par un Courtier. processus qui est entièrement légal, c'est-à-dire par un courtier en marché dispensé. Si c'est pas fait si c'est pas fait d'une manière légale, Oui, oui. l'AMF, Elle peut pas l'aider. elle peut pas aider. Non. Puis ben, c'est pour ça que c'est illégal, justement, de ne pas passer par Mhm. les règles que l'AMF a mis en place. Il y a des amendes très sévères. Il y a de la prison aussi qui est prévue. Juste d'approcher un investisseur, là, c'est une amende très salée. Puis il y a possibilité de faire de la prison. Peut-être pas pour ça, mais admettons que tu n'as pas bien fait les choses puis que les investisseurs sont lésés d'une certaine façon. euh, il y a des possibilités que ça vire vraiment pas bien, là. L'AMS, c'est une police, là, fait que, Ouais. ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour réglementer, surtout pour les petits investisseurs. Sont là pour les protéger. Puis ça explique pourquoi que le fonds d'indemnisation, c'est juste 200 000 et Mhm. moins. Euh, mais c'est ça. Quand c'est fait d'une manière sérieuse, je pense qu'il y a des beaux avantages d'amener ça comme ça. Tout à fait. Fait que je te la pose la question, tu sais, c'est quoi l'intérêt de passer par le capital action comme vous faites? Les investisseurs sont déjà assez bien informés, éduqués généralement pour tout ce qui est financement d'un Ben oui. immeuble, etc. Mais il est où le gain dans le capital action? Exact. Il y en a 4, en fait. 4 gros. Premièrement, l'équité. Gros sujet, équité. Fait que quand vous faites l'acquisition d'un projet immobilier, ça se peut qu'il manque d'équité. Ça se Mhm. peut que vous n'ayez pas l'équité nécessaire, vous avez vu trop gras. Il y a beaucoup de promoteurs qui vont dire tu vas trop vite. Mais tu sais, tu vas trop vite, c'est-tu vraiment la bonne manière de voir les choses? Parce qu'il y a des solutions à ça. Puis la solution, c'est le capital action. Parce que c'est possible, en fait, de financer un projet, même si tu vas trop vite, comme certains disent, c'est possible de financer un projet s'il manque d'équité via le capital action d'une société. Fait que, oublie pas, hein, les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est du rendement à long terme. Contrairement au prêteur qui, lui, veut seulement la garantie sur l'équité de l'immeuble dans la vision actuelle des choses. Il s'en fout que tu vas faire du 40% par année, ou du 35 ou du 30. Lui, Mhm. tout ce qu'il veut, c'est par contrat, c'est X nombre de pourcentage d'intérêt par mois, puis t'as-tu assez d'équité pour me garantir les choses? Mais d'un autre côté, l'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est du rendement. Fait que, il y a une manière d'arranger les choses pour faire en sorte que les garanties, c'est sûr qu'elles sont différentes, c'est plus risqué, ça je l'avoue, c'est sûr que c'est plus risqué, OK? Mais d'un autre côté de la médaille, ben, l'investisseur va faire beaucoup plus de gains. Mhm. Il participe au même titre que le promoteur au capital de la société, excuse-moi, au capital action de la société, donc au gain en capital.
Puis, ben, à ce titre-là, on peut financer des projets qui n'arrivent pas en équité. Après ça, c'est win-win. J'explique. Quand vous payez de l'intérêt à vos prêteurs, ça va directement dans le bottom line de votre état des résultats. Mhm. Hein? Fait que vous gagnez rien, vous, là, à payer de l'intérêt à d'autres. C'est sûr que oui, c'est le fun parce qu'on a eu un prêt, mais vous gagnez rien à faire l'acte de payer l'intérêt. Dans Capital Action, quand la compagnie, c'est votre société, c'est la société qui va racheter les actionnaires, on utilise ce concept-là pour créer le rendement aux investisseurs. Donc, la société va racheter des actions, va proposer de racheter des actions aux investisseurs. Mhm. Puis, ben, ce processus-là fait en sorte que vous, en tant que promoteur, vous allez gagner des parts de l'entreprise. Vous allez Comment? gagner des parts. Parce que la société rachète les parts de l'investisseur. Si l'investisseur il dit oui, tu peux racheter mes parts, X, admettons 18% de l'investissement de départ, on va dire ça de même. S'il accepte, ben à ce moment-là, les actions qui correspondent à ce 18%-là, ils n'existent plus, ils sont rachetés. Il y a une Mhm. transaction qui est faite, la compagnie verse l'argent À même les fonds de la à compagnie. même les fonds de la compagnie pour racheter les actions, puis les actions sont brûlées. Mais là, ce que ça fait, c'est que la quantité totale d'actions en circulation vient de diminuer. Ouais. Donc, la part du promoteur, Elle vient de lui, prendre de la valeur. il y avait autant d'actions qu'avant. C'est juste qu'elle vient de grossir dans l'entreprise. Fait que c'est win-win. Mhm. L'investisseur vient de faire son gain, puis vous venez de faire un gain dans la compagnie en même temps. Fait qu'il y a ça. Puis je peux aussi expliquer davantage là, pourquoi il y a un lien à ça au niveau du rendement du promoteur. Là. Plus le promoteur va racheter des actions de ses investisseurs, plus il va augmenter lui aussi son rendement, en fait. Je peux donner un exemple très simple, mais c'est mathématique. Si tu veux qu'on aille là-dedans, Ouais, je peux le vas-y. faire. Faut vraiment alléger ça pour que les auditeurs comprennent le plus que possible. Fait que si, admettons, on prend une Que moi compagnie... aussi, je comprends. On... on prend une compagnie qui a 100 pièces. That's it, OK? C'est ça son actif. Il y a juste 100 pièces dans le compte de banque. Elle vaut 100 pièces. Mhm. Bref. Puis, il y a 100 actions dans la compagnie. Fait que l'action vaut 1 pièce. Ouais. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Il y a un promoteur, puis il y a un investisseur. Le promoteur, admettons, il y a 25% de la compagnie. Puis l'investisseur, il y en a 75% de la compagnie. Fait qu'il y a 75 actions à 1 pièce. Mhm. Puis le promoteur a 25 actions à 1 pièce. Donc, ça fait 100 actions, ça fait 100 pièces. OK. Fait que si l'entreprise décide de racheter les investisseurs pour 25 pièces, ben à ce moment-là, le compte de banque de 100 pièces diminue à 75. Les actions des investisseurs passent de 75 à 50. Mhm. Il y a maintenant 75 actions dans la compagnie. Fait qu'on est à 75 actions à 75 pièces d'actifs. Fait que l'action vaut toujours 1 pièce. La seule différence, c'est que le promoteur, il vaut maintenant 33% de la compagnie au lieu d'en Ouais. valoir 25. Jusqu'ici, mais sa valeur n'a pas changé. Non. Le promoteur vaut toujours 25 pièces. Si le promoteur y arrive à augmenter la valeur de sa compagnie, après 1 an, il augmente la valeur de sa compagnie de 25 pièces. Fait qu'il revient au stade avant qu'il ait racheté. Fait que la compagnie a maintenant 100 pièces, Mhm. mais il y a 75 actions dans la compagnie. Lui, il détient 33% de cette compagnie-là. 33% de 100 pièces, ça 33 vaut piastres. 33 pièces. Fait qu'il est allé chercher 8 piastres qu'il n'a pas acheté, juste en profitant de la croissance de l'entreprise. Ben, de la croissance de la valeur de profitant, il a l'entreprise. travaillé fort, C'est ça. mais en travaillant fort, puis avec l'encaisse de la compagnie, Ouais. il a réussi à croître sa valeur lui aussi. Puis, il y a un autre scénario. Il y a le scénario qu'il ne fait pas de rachat. Mais ça va être exactement le même exemple où on augmente la valeur de 25$, mais il n'y a juste aucun rachat.
Fait que si on prend ce scénario-là, on part à 100$, on avait 100$, 100 actions, l'investisseur a 75 actions, le promoteur en a 25. Jusqu'ici, c'est comme au début. Mhm. Puis, ben, là, il n'y a pas de rachat. Fait que après un an, il augmente la valeur de 25$. Fait que la compagnie, elle vaut 125$. Lui, il avait 25%. 25% de 125, 31 et 25, je pense. Ouais. En tout cas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le scénario avec rachat, il a augmenté sa valeur plus Mhm. que sans faire de rachat pour la même augmentation de la valeur de la compagnie. Ouais. Fait qu'autrement dit, plus c'est win-win dans ce sens-là, autrement dit, si le promoteur fait des rachats puis qu'il fait qui augmente la valeur de la société, ben, il va augmenter plus vite encore sa propre valeur juste du fait de racheter ses investisseurs. C'est pas formidable, ça? Mhm. Pour la première fois, on peut payer un gain aux investisseurs tout en recevant un gain à nous aussi. Hey, ça c'est hot. Fait que Ouais, pour l'investisseur, les investisseurs sérieux comprennent ce principe-là. Puis pour l'investisseur, ben, c'est rassurant de voir que c'est win-win parce que il participe en même temps au gain. Fait que l'investisseur, il sait qu'il y a tout intérêt, le promoteur, à le payer, autrement dit. Là. C'est dans Exact. l'intérêt du Puis promoteur. on voit beaucoup ça dans l'immobilier. Tu sais, les investisseurs embarquent, mais ils ne restent pas nécessairement pour le long terme. Puis tu vois des propriétaires de parcs immobiliers, après une longue carrière de 50 ans, ils ont eu plein de partenaires dans le passé, mais aujourd'hui, ils sont rendus tout seuls, assis sur cet énorme portefeuille-là. Exact. Parce que c'est leur métier, puis ils ont continué à le faire, tandis que les investisseurs, ils étaient là de passage. Tu sais, c'était des passagers dans le projet. Exact. Puis aujourd'hui, ben, ils pilotent des énormes portefeuilles. Puis Ouais. Fait que ça, c'était mon point 2. Point numéro 3, c'est le fonds lui-même. Tout est au courant, tu as un fonds aussi. Ça permet de simplifier votre vie d'une manière, autre que l'AMF, là, c'est sûr que c'est compliqué, mais au niveau de la concentration de votre temps, si tu as un fonds qui est derrière toi, tu peux concentrer ton temps à développer ton immobilier. Tu n'es pas concentré à tout le temps rechercher des fonds. Là, tu les fonds. Tout ce que tu as à faire, c'est aller chercher. Tu peux mettre ta mise de fonds sur une hypothèque facilement. Tu l'as accès. Tu y as accès. Fait que c'est plus simple au niveau de votre temps. On le sait, dans le marché actuel, en plus, dans le monde de l'acquisition en immobilier, il faut être très rapide. Il faut être bien tu peux faire des leviers. Tu peux faire des leviers auprès de tes vendeurs. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, je suis sûr que tout le monde va avoir un gros avantage à lever un fonds. Quatrième point qui est moins, je dirais pas connu, mais connu des investisseurs. Puis de ta compréhension, du moment où ta plateforme est épaulée par une agence qui a sa licence des marchés dispensés, n'importe qui pourrait faire une levée de fonds à travers la plateforme. Ouais. La plateforme, j'imagine, pour s'y inscrire en tant que promoteur, ça va demander quand même un gros due diligence de la part de la plateforme sur le promoteur, bien plus que pour l'investisseur. Là. Ben oui, mais de la manière qu'on a fait la plateforme, on veut vraiment simplifier ce côté-là au maximum. On a passé énormément de temps à simplifier ça là, pour que ce soit le plus simple possible, puis vraiment étape après étape, au lieu que le promoteur perde son temps à rentrer tout. Là. Fait que c'est encore là, mais la plateforme ne fait pas le due diligence sur l'opportunité. Donc, mettons qu'il y a un projet, c'est au risque et péril des investisseurs, c'est à eux à faire leur due diligence. Nous, on va faire un premier due deal sur le projet en soi, pas juste sur les chiffres, sur les rapports, etc. Puis une fois que ça passe ça, il va devoir... il y a en fait un autre due deal qui est fait par le courtier en marché dispensé. Mais de la manière qu'on affiche les données, c'est vraiment facile de faire cette analyse-là. C'est là que tout est réfléchi pour ça. Puis aussi, ça va être très simple pour le promoteur de voir si son projet a fait du sens ou pas.
dans ce sens-là, on avait tout intérêt à faire une plateforme qui est le plus facile à comprendre. Mais quand on parle de simplicité, c'est très complexe de faire simple. Faire quelque chose de simple, c'est vraiment compliqué. Ouais. Puis il a fallu qu'on y réfléchisse vraiment beaucoup. Puis ça demande une bonne compréhension approfondie là, et détaillée de l'ingénierie financière. Puis de tout ce que je parle là, ça demande une très grosse compréhension de ça. Là. Fait que ça nous a pris, là, je te dirais, une bonne année facilement, juste à nous tenir avec des Jeff Picard de ce monde. On avait commencé là-dedans à cause de M. Lépine qui nous avait parlé de ça. Fait que, tu sais, M. Lépine nous a alignés sur les défis. Monsieur Lépine, on parle depuis longtemps, la tokenisation. Ben oui. Puis je peux continuer sur ce point-là Ouais, ton après troisième. mon quatrième point. Quatrième, J'en ok. reviendrai sur l'histoire de ça. Le quatrième point, c'est la fiscalité. Personne qui en parle, mais c'est vraiment un point important. Je pense que le gouvernement, il n'y a pas personne qui sera pas d'accord avec moi que le gouvernement nous en prend beaucoup puis que c'est un joueur majeur là, dans nos états des résultats. Là. Fait que la fiscalité est vraiment importante. Quand on déclare un intérêt, c'est un revenu. Pour l'investisseur, c'est un revenu normal. C'est imposable à 100% au même titre qu'un autre revenu. Quand que tu fais Retour quand de la capital. société fait un rachat, ça peut être considéré comme un dividende. De la manière que nous, on le fait, c'est considéré comme un dividende. Puis un dividende, tu peux repousser l'impôt. Au niveau de l'investisseur, là, je parle, là, la société de gestion de l'investisseur peut repousser l'impôt jusqu'à ce que la part de l'investissement soit inférieure à 10%. À ce moment-là, il va devoir payer d'une manière cumulée l'impôt. C'est 38% des dividendes perçus. Donc, C'est-tu parce que une grosse majorité de tout cet argent-là qui a été versé à l'investisseur jusqu'ici était le retour sur son investissement, le retour sur son capital investi, qui n'est pas supposé être imposable? T'as mis 25$ dans la compagnie, puis là, t'as versé 1$, 2$, jusqu'aux 25$ que t'as mis, techniquement, c'est que du retour en capital. C'est pas supposé être imposable. Puis là, ce qu'il va te verser après, là, c'est du profit. De la manière que nous, on l'a verbalisé, ça va... Le fiscaliste qui va travailler pour les investisseurs sur la plateforme, s'il fait bien sa job normalement, nous, on peut pas faire le rapport d'impôt des investisseurs. Là. Non, mais non. on a fait en sorte d'optimiser La manière dont présenté. c'est fait. Et puis, si le fiscaliste fait ça correctement, c'est considéré comme un dividende. Donc, 38% imposable. Encore une fois, si sa participation est en dessous de 10%. Fait que si toi, tu investis, admettons, un gros montant dans une société, puis tu as 80% de la compagnie, ben, tu peux reporter l'impôt jusqu'à temps que la personne arrive à te racheter les 10 derniers pourcentages qui restaient. À ce moment-là, tu vas devoir payer le 38%. En fait, c'est 38% imposable. Donc, c'est très avantageux. Là. Puis, il y a un crédit d'impôt qui peut être fait à la société sur chaque dollar de dividende imposable reçu. Là. Fait que, bref, c'est... Puis, un élément qui est vraiment intéressant de ta plateforme, puis on en parlait quand on s'est rencontrés il y a 2-3 mois au CIQ, tu viens beaucoup diminuer la friction tant en temps qu'en argent pour une transaction comme ça, ce qui fait que tu pourrais racheter tranquillement les parts de tes investisseurs à chaque mois, avec chaque cash flow de ton projet, racheter tranquillement les parts. Non. C'est touché, ça, comme sujet, parce que je te donne un exemple. Admettons qu'on est courtier en marché dispensé. Admettons qu'on devient courtier en marché dispensé. Toi, tu parlais-tu de nous, qu'on rachète les parts? Non. OK. Le promoteur rachète. Donc, comme tu disais, les gens ne vendent pas leurs parts dans leur compagnie parce que c'est très long, c'est très coûteux. La transaction est compliquée en ce moment avec l'infrastructure disponible. Exact. En même temps,
en mettant tout ça sur la plateforme, soudainement, ces transactions-là deviennent très rapides et très peu coûteuses à faire. Ouais, Donc, tu peux les faire beaucoup plus fréquemment pour des beaucoup plus petites proportions. exact. Plutôt qu'attendre 5 ans, mettons, avant de racheter ton investisseur, ben, tu pourrais tranquillement le racheter à chaque année. Ben là, on rentre dans Cool. les avantages de la tokenisation. Fait que là, j'ai Oui, parlé des exact. 4 points sur pourquoi le faire en capital action. Mhm. Mais là, pourquoi le faire en capital action? Tokeniser. Là, tu viens de rentrer OK. dedans. Ça, tu viens de parler du premier point, qui est la flexibilité de le faire sur un environnement qui est entièrement numérique. Oui, on peut accélérer les choses énormément. Puis maintenant, on peut penser le faire une fois par année. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire une fois par semaine parce que ça demanderait d'évaluer la compagnie. À chaque fois qu'il faut faire ce processus-là, il faut quand même évaluer la Ouais. compagnie. Fait que, il y a un frais, mais Ça demeure le marché tout- privé. c'est ça. mais La valeur de l'entreprise n'est pas sa valeur sur le marché. C'est C'est plutôt sa ça. valeur intrinsèque. C'est qu'il la faut valeur calculer. économique Ouais. qui va être regardée. Fait que l'évaluateur agréé va faire son travail au niveau des actifs. Puis encore une Puis fois, dans le cas le d'une bureau entreprise qui détient des actifs immobiliers, c'est beaucoup plus facile à faire pour Ben oui. l'instant qu'une entreprise Ça, d'opération qui serait... on pourrait tu sais, pas faire ça pour une compagnie d'opération. En tout c'est cas, trop je vois pas subjectif, comment sa ça valeur. serait. Ouais, exactement. Exactement. Ça serait très dur à faire. Mais dans le domaine immobilier, on a la chance d'avoir Oui, des c'est une actifs. commodité. Oui, puis tout un écosystème aussi pour évaluer ça. Là. C'est pas comme si on sort ça d'une boîte de céréales. Là. On n'a rien inventé. Tout l'écosystème est déjà là. C'est juste que cet écosystème-là est limité par des complexités légales, des va-et-vient avec les investisseurs lorsque tu vas procéder au rachat. Mais tout le processus d'évaluer un immeuble, oui, OK, il y a du va-et-vient aussi. C'est pas Oui, il y a non de la plus marge simple. de manœuvre, mais Mais, pas autant que pour une entreprise. Tu sais. mais tu sais, on parle pas, évaluer un immeuble, ça prendra pas 6 mois. Là, Non. tandis que faire ta transaction, juste la transaction elle-même va prendre 6 mois. Mhm. J'enlève l'évaluation des immeubles, j'enlève tout. Là. Juste faire cette transaction-là Ouais. prend 6 mois. Fait que, il est là, le bas qui blesse. Il fallait régler ça. Fait que c'est à ça qu'on s'attaque. Avec la tokenisation, on s'attaque à ramener ça plus à quelques semaines au lieu d'avoir un 6 mois de délai. Là. Fait que pour la première fois, ben, le promoteur va pouvoir racheter ses investisseurs à chaque année. C'est pas cool, ça. Très cool. Mais ça. Nous, derrière, on a dû. Tu sais, il y a eu beaucoup de recherches pour arriver à comprendre comment qu'on va faire ça, tout ça. Mais tout ça pour dire que oui, c'est possible. Puis ça va être fait. Puis ça va être fait pas en 2028. Là. Dès qu'on a la licence de l'AMF, on va pouvoir enclencher tout le processus. Fait que c'est quoi votre horizon de temps? Là? C'est quand que les gens vont commencer à faire des projets là-dessus? Ben, je m'attends à ce qu'on ait la licence probablement autour de avril, probablement début de l'été ou fin printemps. Dans Donc ce coin-là. 2025. Fait qu'on peut commencer à trouver des beaux projets immobiliers entre-temps. Question de préparer le terrain. Vous êtes déjà aligné avec l'agence? Oui, on est déjà en train de travailler avec l'AMF depuis un certain temps. Puis, il suffit... fait que ça, c'est la phase 1. C'est vraiment d'aller chercher des beaux projets immobiliers en attendant qu'on ait notre phase 2 qui concerne les investisseurs. Mhm. Une fois qu'on a cette phase 2-là, on va faire comme des ajouts à la plateforme pour, admettons, toi, tu pourrais inviter ton courtier hypothécaire. Parce que, tu sais, tant qu'à rentrer tous les documents, Mm. tous les actifs, les passifs, pourquoi tu referais ça dans d'autres templates à chaque fois de d'autres courtiers? Fait qu'on aimerait ça travailler avec d'autres courtiers hypothécaires pour qu'ils aient accès à cette plateforme-là. Comme ça, toi, tu pourrais les inviter, puis eux, ils auraient accès au dossier sans que toi, tu aies tout le temps à retranscrire toutes les données. Des exemples comme ça, là, qui amènent plus, encore une fois, c'est toujours sur le même principe de démocratiser, donc enlever la friction, Mhm. simplifier, que ça soit plus rapide, pour que vous,
vous devez vous concentrer sur l'immobilier. C'est votre dada. C'est pour ça que tu te réveilles le matin. C'est pas Ouais. pour commencer à écrire des conventions d'actionnaires puis, ou discuter avec qui que ce soit pour avoir X montant d'argent. Oui, tu le fais parce que c'est un must. C'est nécessaire. Mais tu te lèves le matin pour construire un parc immobilier à la fin de la journée. Est-ce que je me trompe? Non. Fait que Tu as fait raison. c'est le but. Le plus de temps on peut se mettre à le plus de temps on peut consacrer à notre métier, notre craft, l'investissement immobilier dans notre cas, la construction pour d'autres, le moins on a... Puis le plus les projets vont être de qualité, j'imagine. Si tu as plus de temps à passer sur ça, tout à fait, plus tes projets vont être meilleurs. C'est le fun, en plus, vous autres, en intégrant l'écosystème du promoteur dans la plateforme, ben, il va rester là longtemps. Là. il va jamais décoller. Là. Ben non, c'est ça. Donc, pour vous, c'est une relation à long terme là, que vous bâtissez là, avec plein de monde. Pour faire une relation à long terme, il faut que ça soit bien fait. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de construire de quoi qui est vraiment adéquat pour ça. Fait que ça, c'était la flexibilité. Je pourrais parler aussi d'intelligence artificielle tantôt par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est encore embryonnaire, mais c'est quelque chose qu'on veut amener, c'est bien l'intelligence artificielle. Parce à quel niveau? Beaucoup de choses. Imagine que plus le temps avance, plus on va avoir des données des promoteurs immobiliers, plus on va être capable de générer des rapports. Si on est capable d'automatiser des rapports, à ce moment-là, on va faire diminuer du temps pour le promoteur. Puis l'investisseur, lui, il va être plus renseigné. C'est tout le temps une question de transparence ici. Là. Fait que je pense qu'on peut automatiser d'autres genres de processus qui n'ont pas besoin d'être sur le blockchain, qui n'ont pas besoin d'être des smart contracts, mais qui est plus d'une manière opérationnelle, dans le sens amener l'information à des formats différents, si tu veux. Tu sais, comme un courtier hypothécaire peut fonctionner différemment qu'un autre. Fait que grâce à l'intelligence artificielle, on peut adapter ces informations-là. D'un autre côté, ma compagnie a un côté service aussi. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Puis, dans ce côté service-là, on fait de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, où on va compter carrément des pilules via des caméras et tout ça. Il y a plein d'applications, en fait, qu'on peut faire, pas juste dans le domaine médical, qui peut très bien s'appliquer au domaine immobilier. Là. Qu'est-ce que tu imagines pour l'immobilier? Dans le marché? Ben, vraiment, le premier objectif, c'est de démocratiser. Puis si on amène de l'IA là-dedans, ça serait pour ça. Puis, ben, c'est sûr qu'on va le faire. La question, c'est quand? Je sais pas. Pas à court terme. Le jour où tu vas être capable de prendre un rapport d'inspection, puis rentrer ça dans ta machine, puis calculer c'est quoi le budget de CAPEX sur un immeuble. Donc, l'IA va être capable de voir, OK, c'est un immeuble de telle année, tant de logements, puis selon les rapports d'inspection, il y a tant de choses à refaire. Puis tu pourrais arriver avec une valeur d'entretien qui a été repoussée. En anglais, on dit... c'est quoi le terme? Deferred maintenance. Fait que c'est de l'entretien qui a été repoussé. Dans le fond, c'est de l'entretien qui n'a pas été fait par le dernier propriétaire. Fait qu'il te vend son immeuble, mais il y a un handicap de moins 250 000 dessus qui n'a pas été fait. Puis cette mesure-là est très difficile à quantifier aujourd'hui. Puis c'est ce qui vient beaucoup faire jouer la valeur d'un immeuble. Et les vendeurs s'obstinent avec les acheteurs constamment là-dessus. Puis un rapport d'inspection, c'est très difficile à déchiffrer. Puis si l'IA était capable d'arriver avec des données plus quantifiables en lien avec un rapport d'inspection, ça pourrait être intéressant. Écoute, j'en reviendrai, puis tu me partageras ton idée plus en détail quand on va être rendu là. Il y a beaucoup d'applications. Mais ouais, c'est vraiment une bonne idée.
Moi, je voyais ça peut-être avant la première chose, ou dans les premières choses qu'on pourrait faire, c'est, admettons, tu sais, t'as des crunchers, tout le monde travaille avec des Mhm. crunchers, puis juste téléverser le cruncher sur la plateforme. L'IA pourrait comme analyser le cruncher puis voir quelles données qu'il peut reprendre puis remettre ça pour Mhm. simplifier le temps. T'sais. Déjà là, ça serait peut-être une des premières applications qui pourrait être faite. Là. Mais oui, Ouais, des outils d'analyse, for il sure. y a- il y a- il y a- je pense qu'au début, ça serait plus fonctionnel. Puis éventuellement, oui, on en viendrait à des idées comme ça. C'est sûr qu'il faudrait s'asseoir avec des promoteurs dans ce sens-là pour essayer de comprendre, OK, là, comment qu'on peut simplifier votre vie encore plus que ce qu'on a Ça va fait. nous faire Puis plaisir. je suis sûr qu'on va trouver J'ai un gars, j'ai plein un gars d'IA d'affaires. qui a rendez-vous avec moi la semaine prochaine parce qu'il veut justement nous creuser la tête sur comment est-ce qu'il peut mettre l'IA à notre service. Puis, tu sais, lui entraîne des chatbots. Il travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers. OK. Comment est-ce que comment est-ce qu'il peut amener cette technologie-là à notre service dans l'investissement immobilier? Puis, il y a plein de possibilités. Puis c'est là que ça devient intéressant d'avoir les capacités de créer ces outils-là. Il suffit juste de t'asseoir avec ton marché après. Puis écoute, les idées, il doit en avoir. Là. Ah, et puis, Il doit pas être dur de trouver des pistes de développement avec l'IA. Là. c'est sûr que ça sera pas dur. Quand on va être C'est de rendu là, trouver c'est les un puits sans low-hanging fond. fruits sur Ouais. lesquels les gens mettent le plus de valeur, puis d'attaquer ça un par un. Puis Ouais, moi, vraiment. j'envie ceux qui ont cette connaissance-là puis qui savent comment mettre ça en pratique parce que je me dis, il y a tellement d'opportunités d'affaires ici. Ouais, exact. Exact. Puis, tu sais, si l'IA peut être à notre service pour nous faire économiser du temps, puis pour augmenter. Tu sais, au final, là, c'est du temps que tu vas économiser, Mm. puis c'est probablement de l'acquisition de données pour augmenter la qualité de tes projets. Tu sais, au final, ça va ressembler à ça beaucoup. Fait que je suis sûr que c'est un puissant fond, là, la quantité de choses qu'on peut amener là-dedans. Là. Puis le fait qu'on ait toutes réunies sur la même plateforme avec toutes les données, là, c'est sûr qu'on a, on a de quoi on a de quoi à faire là, avec l'IA. Là. Définitivement. Ouais. Je peux peut-être continuer sur les autres points. Ouais, Je vas-y. pense qu'on était juste rendu au point 1. Je pense que c'était juste parler de la flexibilité. Ouais, il y en a 4, mais on en a parlé en fait de d'autres points. Il y avait la transparence qui est un gros point, mais en fait, Ouais. tout ce qui touche la simplification de l'environnement, là, pas juste la transparence, je pense plus la Standardisation. sécurité en tant que telle, là. Sécurité au niveau de l'AMF, sécurité via notre plateforme à cause qu'on passe par un courtier en marché dispensé puis qu'on travaille dans la bonne voie. C'est plus sécuritaire pour l'investisseur, mais aussi transparent dans ce sens-là, sécuritaire. Mhm. Donc, plusieurs branches à la sécurité là-dessus. Puis l'autre, t'as mis le doigt sur quelque chose que tu viens de dire, unification, standardisation, normalisation. Tu sais, nous, on travaille à normaliser la transaction, autre que le fait que ce soit tokenisé, là. On travaille sur notre plateforme à normaliser cette transaction-là. La convention d'actionnaire, le term sheet, les conventions de souscription, tout ça. Ouais. On va fournir ça. Tu pars pas. Tu sais, quand tu arrives à tokeniser quelque chose, si tu avais à tout faire de zéro, oublie ça. Il n'y a personne qui comprendrait, voire même Fait que ça- qui saurait comment faire. Là. Fait que. Ça revient à ton exemple du gros investisseur institutionnel qui investit tout le temps dans le même promoteur parce que pour lui, c'est son standard. Ben, c'est ça. Ben, on si le crée un standard est le même pour tous les produits sur votre plateforme, ben là, ça devient facile pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille, diversifier les promoteurs avec qui ils travaillent. Ben oui, puis on peut se concentrer pour la première fois sur le projet et non Ouais. pas sur les clauses de la transaction. Les spécifiques de ce Nous, projet. on travaille à adapter ces clauses-là pour les balancer entre les investisseurs et les promoteurs pour que ça soit plus, je dirais pas le mot juste, mais plus Interrompu. balancé. Je pense que c'est important. Souvent, quand il y a des transactions qui sont faites, les investisseurs vont tirer plus du bord de leur couverte ou le promoteur va tirer plus de son bord avec des investisseurs moins aguerris. Donc, je pense que c'est important
d'avoir un environnement plus sain à ce niveau-là, plus Mhm. balancé, ça va faire que c'est plus sécuritaire au final. Parce que on a pensé les choses en même temps pour sécuriser un investisseur, mais en même temps pour que ça soit attrayant du côté du promoteur pour qu'il puisse aller de l'avant sans que ça le sans que ça lui enlève l'étincelle là, Ouais, qu'il y a chaque matin. Là. Je pense que ça, c'est important aussi pour un investisseur quand tu y complètement. penses, parce que si l'investisseur il est avec toi puis que toi, tu es déprimé par le projet parce que je sais pas, les conditions de l'entente ne te satisfont pas. Les investisseurs sont très sensibles à ça. Les investisseurs d'expérience Ouais, sont très sensibles exactement. à ça. Ils vont vouloir voir what's in it for you. Parce que Ouais. si t'as pas un incitatif assez fort dans le projet, ils ont peur que tu te mettes à regarder ailleurs. Puis que le Ben projet oui. soit pas géré avec Le- le plein focus qu'il requiert parce que justement, t'es pas assez Exact. rémunéré là-dedans. T'es pas assez incentivisé. Exact. Puis, fait que la normalisation, c'est un gros point. Là. Ouais. Sinon, il n'y a personne qui va le faire. Je sais pas si les plateformes que tu dis, ils font ce genre de travail-là, à normaliser les choses, mais nous, c'est un Je point suis pas un critique. Là. expert de ces plateformes-là, mais ça me fera plaisir de te montrer qu'est-ce OK. que j'ai étudié là-dessus. Mais je pense pas que ce soit la même chose que ce que tu offres. C'est plus basic, là. OK. Mais je pense que c'est un point qui est critique pour que ça fonctionne. Sinon, ça ira nulle part. Là. Il y a personne qui va utiliser ça. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est trop... il y a trop de travail pour juste en arriver à ce qu'on fait. Là. Si tout le travail qu'on fait doit être répété à chaque fois qu'il y a une transaction, oublie ça. Là. Hmm. Tandis qu'une fois que ce travail-là est fait, ben pourquoi pas en faire bénéficier la communauté de l'immobilier, je veux dire. Ouais. Fait que c'est ça le principe. Mon quatrième point, j'ai un petit blanc de mémoire, j'avoue. Attends, j'avais la flexibilité, la sécurité qui inclut la transparence, la normalisation. Non, ça me sort. Ah oui, ben oui. C'est un écosystème, fait que c'est plus facile de rencontrer à ce moment-là Ouais, des joueurs complètement. importants. Là. Super intéressant, ça, parce que, Puis comme on tu le disait, rencontres aussi dans un contexte qui est légal. ouais, c'est plus le Far West, là, Non, à c'est travers ça. une plateforme comme ça. Puis le marché privé est tellement opaque comparé au marché public. Le marché public, c'est un Walmart, tu rentres là-dedans, tout est là, tout est disponible, tu as le prix décrit dessus, puis c'est super simple. Marché privé, c'est compliqué, il faut que tu saches c'est qui vend quoi. Tu vas Ouais. travailler avec une agence, ils vont vendre 15-20 produits. Ils vendent pas les 70 autres possibles. L'autre agence, elle tient ces produits-là. C'est super compliqué à acheter dans le marché privé. Ben oui. Puis, étant donné que les transactions sont beaucoup plus coûteuses, que les agences ont moins de volume, donc elles chargent beaucoup par transaction, ou le cost of capital est vraiment élevé à cause de tout le due diligence requis, puis les risques que ces agences-là sont obligées de prendre. Mm. Ça fait que tu sauras jamais tout ce qui est disponible. Tu sauras Exact. jamais qu'est-ce qui est à vendre. Exact. Puis ça te demande un effort qui est constant. Là. Si tu veux vraiment aller là-dedans en tant Ouais. qu'investisseur, faut que tu connaisses ça. Là. Faut que tu sois Faut qu'on un vienne à investisseur toi. renseigné. Ouais. Puis renseigné autant sur l'aspect technique de l'immobilier que sur t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis d'où tu viens. Fait que c'est pour ça que la plateforme, au moins, on va avoir tout le côté technique qui est pas mal bien vulgarisé, bien démontré. Puis il va rester le côté, ben, t'es qui en tant que promoteur, tu sais. Au moins, on va avoir accès pour l'investisseur à l'ensemble des projets qui ont été faits. Puis déjà là, il y a un bon screening facile à faire Mhm. qui est facile pour l'investisseur. Puis pour du côté du promoteur, ben moins de temps à mettre. Là c'est juste, tu mets ton projet, puis tu attends qu'il y ait des investisseurs qui arrivent. Tu commences pas à... Tu cherches pas. Là. Sur la plateforme, c'est Ouais. one way. C'est l'investisseur qui va aller te Driver voir. la transaction. là. Exact. C'est l'investisseur qui va venir te voir. C'est pas toi qui peux venir voir les investisseurs. Fait que c'est sûr que c'est plus simple.
là, il faut créer du trafic, tout ça. C'est pour ça qu'on y va étape par étape. La première étape, c'est comme je disais, d'avoir des beaux projets. Deuxième étape, une fois qu'on va avoir la licence de l'AMF, on va pouvoir ouvrir la section investisseurs. Puis, troisième étape, on va amener d'autres fonctionnalités pour venir optimiser tout cet écosystème-là. Ouais. Fait que, essentiellement, Ça donne une bonne idée. je pense- Je serais bien curieux de connaître un peu l'histoire de ce projet-là. D'où ça vient. Ouais. Je connais pas tous les détails de comment tu as eu l'idée, J'ai- puis c'était quoi les premiers pas que tu as fait là-dedans. J'ai parti mon entreprise pendant la COVID, Angel Software ou Tokies? Angel Software. OK. Puis, j'ai parti ça, je pense, c'était le 24 mars. Fait que quelques jours après que M. Legault a fermé tout. Ouais. Puis là, ben, je me demandais qu'est-ce que je fais là. Parce que tout était fermé, tu sais. Même pour créer l'entreprise, j'étais dans les derniers parce qu'ils fermaient le registraire des entreprises. On s'en rappelle pas. C'était Ils ont une drôle fermé le d'époque. Là. registraire des entreprises. Ben oui, ils ont fermé le registraire, ils fermaient les ministères, tout le monde était fermé. Fait que moi, j'avais reçu un communiqué comme de quoi il allait fermer le registraire des entreprises du Québec. Fait que là, Je me souviens pas de ça. j'ai appelé un sous-ministre pour accélérer la création de mon entreprise. Ça s'est fait de même, puis je l'ai eu dans les derniers, là, je pense, le 24, je pense que c'était un vendredi, je suis pas certain. Mais j'étais vraiment à la limite. Là. Si j'avais pas appelé, je pense pas que j'aurais eu le certificat d'immatriculation. Wow. Fait que là, je me suis demandé, ouais, mais là, le registraire des entreprises ferme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu sais, ma blonde était enceinte, on venait d'acheter une maison. Toi, Puis, t'avais-tu une job à ce moment-là ou tu partais de. T'avais laissé une job avant? Tu t'arrivais d'où? Là? je travaillais dans une autre compagnie, une De multinationale. software. Non, une multinationale. Puis j'étais gestionnaire de projet. OK. Puis dans le fond, quand la COVID est arrivée, tout le monde était à la maison. Tu t'en rappelles, là, c'était pas mal strict. Puis disons que ça. La compagnie avait des difficultés, disons-le. Pas des difficultés. Je dirais que ça. Je peux pas tout dire, là. OK. Mais disons que c'est plus rough. Disons-le que comme ça, c'était plus rough. Puis à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise. Tu pensais pas que tu manquerais de job, t'avais assez de clients. Exact. Je pense. Ben, à ce moment-là, c'était un peu un coup de tête, Léo. C'était vraiment un coup de tête. Là. Je me suis dit, c'est peut-être ma chance de créer une entreprise. Mais en même temps, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. La COVID fermait tout. Puis là, je me demandais, ouais, mais là, qu'est-ce que. C'était pas ta première entreprise. Non, c'est ma deuxième entreprise. T'avais eu ton entreprise de compresseur. Ouais. J'ai eu Que ça t'as pendant vendu? 8 ans. Celle-là, tu l'as vendue. Je peux pas parler de comment ça s'est terminé. OK. Disons-le de même, là, j'étais un peu. Ça faisait 8 ans, puis j'étais un peu tanné, en fait, de l'entreprise, de la manière que les actionnaires voyaient les choses, de la vision de l'entreprise par l'ensemble des actionnaires. OK. Puis ben, j'ai décidé de changer de futur, en fait, de m'aligner vers une multinationale en gestion de projet. Je trouvais ça bien. C'est une belle business. C'était vraiment une belle business. Ils sont dans plein de domaines. C'est vraiment gros. Mais disons-le comme ça, il y a eu beaucoup de compagnies qui l'ont eu rough pendant la COVID. Et essentiellement, le go qui ferme tout, c'est sûr que ça peut pas super, bien se passer. Super aller. Fait que je pense qu'ils sont vraiment bien tirés là, au final. C'est juste que sur le coup, je
Je me suis dit, wow, il y a peut-être une opportunité pour moi. Je voyais aussi qu'il y avait des belles opportunités en informatique. Tu sais, dans le temps, on voyait l'informatique en demande de plus en plus. Hein. Fait que c'est ça que je m'étais dit. Je me suis dit, pourquoi pas partir un service d'informatique? Fait que, j'ai en fait, à l'époque, au lieu de me partir directement un service, je me suis dit, avant, je vais me familiariser avec le domaine, je vais me créer une application. Je vais me créer une application pour la COVID. Puis c'est de là que c'est venu le nom Angel Softwares. Je voulais faire de quoi pour la COVID. Je voulais essayer de trouver une solution. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Là. Google puis Apple ont fermé les Apple Store face aux applications de la COVID. Là. Fait que, Mais qu'est-ce que tu veux dire, une application pour la COVID? Je voulais faire une application pour les infirmières, en fait. Tu sais, quand Legault a dit « les infirmières, c'est nos anges ouais. », c'est de là que j'ai tiré le nom Angel Software. OK. Mais je voulais faire une application pour recenser les cas de COVID, etc., pour aider au niveau hospitalier, puis la gestion de ça. C'est juste que je me suis pas 100% lancé là-dedans, mais ça a tout de même créé le nom. On a créé une première version de l'app qui n'était pas finie, qui était comme un embryonnaire, si tu veux, un MVP. Puis cette app-là a pas été publique parce que le Apple Store puis le Google Store ont fermé leurs portes. Ils ont juste tout fermé. Tout le monde a fermé. Tout le monde a fermé. Fait que il était plus possible de lancer une application qui était en lien à la COVID. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit c'est mon call, let's go. Je me lance, je m'installe dans mon sous-sol. Je dis à ma blonde, laisse-moi 3 mois, puis je vais trouver un premier client pour du développement logiciel là, sur mesure. Laisse-moi 3 mois, puis j'avais rien. J'avais pas d'employé, j'avais rien. J'avais un cellulaire, un ordi, mon sous-sol. Je me suis mis à appeler du monde pendant 3 mois de temps. J'avais dit à ma blonde, là, si après 3 mois, j'ai pas personne, je te promets, je retourne sur le marché du travail. Elle était enceinte, j'avais pas le choix. Ouais. Fait que la dernière journée du 3 mois, j'ai signé mon premier contrat. Wow. Je te jure, c'était un scénario de film. C'était la dernière journée en après-midi. J'arrive avec ma feuille signée à ma blonde. Là. J'ai pas reçu l'argent encore, mais je t'avais dit signé. Fait que c'est comme ça que j'ai parti Angel Software. Puis l'employé qui a fait le contrat, c'est mon associé, Thomas Ferland. Nice. Fait que le lendemain, ou je pense en fin d'après-midi, je me suis mis à appeler. J'avais trouvé une liste d'anciens étudiants en logiciel à l'Université Laval. J'avais des numéros de téléphone. Je comprends pas pourquoi le monde a mis leur numéro de téléphone avec une liste complète. Là. Fait que je me suis mis à appeler dans la liste. Là, je me suis mis à appeler tout le monde. Puis vers le milieu, je suis tombé sur Thomas. Puis sur le coup, il me dit « Ouais, je vais avoir de la misère à le faire. » Mais j'ai dit l'attitude, c'est ce qui est le plus important. Puis Thomas, il a vraiment une belle attitude. Il est capable, c'est un gars brillant. Il est vraiment, vraiment très à l'écoute de l'autre. Fait que ça a fini qu'on est devenu partenaire à cause de ça. Il a fait le contrat, évidemment. Il a trouvé comment le faire. Il a appris par lui-même. Puis, on a embauché après. C'est allé très vite, là. On a eu un premier bureau. Il fallait que je trouve ça vendredi à 3 h de l'après-midi. Un premier bureau pour lundi matin, 8 h, parce qu'on avait une rencontre avec un client. C'était les débuts d'une compagnie classique là, qui fonctionne. Fait qu'il fallait embaucher. Puis, à l'époque, c'était dur d'embaucher. Les ressources étaient introuvables, surtout en informatique. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à l'université, puis on est allé directement dans les cours pour demander aux étudiants s'ils cherchaient une job. Wow. Puis je vous jure qu'on a trouvé. Je vous jure qu'on a trouvé 2 gars qualifiés pour faire nos contrats. Puis on les a faits.
On les a faites, les contrats. Nice. Puis C'est c'est cool, comme ça. ça, petit à petit, là, évidemment, le marché a changé, puis c'est devenu plus facile d'embaucher. Mais petit à petit, on a grossi l'équipe, puis on s'est toujours demandé, c'est quoi le projet d'avenir? Pas service, là. C'est quoi le projet? Le domaine, Un projet oui. d'avenir qui non seulement extrait nos employés, mais aussi qui a le potentiel de pas juste être une petite business sur le coin d'une rue, là. Mhm. De devenir un beau fleuron. Tu sais, c'est quoi qui pourrait faire ça? Puis on a cherché longtemps. On a cherché pendant au moins 6 mois de temps des idées qu'on brassait avec les employés. On faisait des réunions chaque vendredi avec une bière. Puis on parlait d'idées en tout genre, là, de tout et de n'importe quoi. Jusqu'à temps que Thomas, il m'arrive, puis il me dit... Il a gardé ça jusqu'à la dernière minute, là. Il me dit, Marc, j'avais une idée que j'ai eue plus jeune. Ben, Chris, t'as pas pu nous en parler avant. Ça s'appelle. Ben, ça s'est pas passé tout à fait de même, là. Il m'a pas dit à ce moment-là comment ça s'appelait. Mais plus tard, on a décidé que ça s'appelait Tokies. Mais il m'est arrivé avec cette idée-là de Tokenisation. tokeniser. Ouais, tokeniser. À l'époque, c'était pas tokeniser de l'immobilier. Je vais en revenir sur comment on est venu à ça. Mais c'était de tokeniser De des fractionner. actifs. Ouais, tokeniser, c'est fractionner des actifs, essentiellement. Puis, il m'est arrivé avec cette idée-là à la dernière minute. Après tout le temps qu'on a passé à chercher des idées, il n'a pas pensé à me dire ça. Mais c'est parce qu'il voulait être sûr C'est une bonne idée. que c'était une bonne idée, puis qu'on travaillait avec les bonnes personnes, puis il voulait être sûr aussi qu'on était les bons partenaires ensemble. Fait qu'une fois que tout ça a été validé, la croissance d'une business, c'est aussi des relations, hein. C'est aussi des hauts et des bas. Puis ben, on est passé par des événements avec lui qui font en sorte que on est devenus probablement les meilleurs amis du monde, là, je veux dire. Fait que au fur et à mesure qu'on avançait là-dedans, on a décidé d'y aller vers Tokies. Vers Tokies, qui à l'époque était pour tokeniser des actifs en tout genre. On n'avait pas encore mis le doigt sur quel marché. On avait des prospects de marché comme le marché de l'art. On avait le marché de la musique. On s'est fait approcher par un gérant d'artistes pour tokeniser un album, ce qu'on a fait. On a tokenisé un bar, comme je t'avais dit. Mais on savait pas trop où ce qu'on s'en allait. On a fait ça plusieurs reprises pour l'art, plusieurs artistes, là. Puis, en Là, rencontrant... toute cette opération-là, c'est intéressant de revenir là-dessus. Vous n'étiez pas en saut d'un avion, pas de parachute. T'sais, vous aviez déjà Angel Software qui générait du revenu. Ouais, Fait que vous étiez capable de travailler là-dessus, part-time. Ouais, exact. Mais vous aviez quand même une business opérante qui vous supportait. Ben oui, c'est ça. C'est cool, ça. Sans cette business-là opérante, on n'aurait pas pu développer ça. Vous auriez été une pure Personne start-up, voulait- puis vous auriez eu 6 mois pour le faire avec le gun sur la tête, Mais puis ça n'aurait pas personne, fonctionné. ouais, mais personne voulait investir dans un truc de blockchain. Puis tu peux pas, ça tu peux paraissait pas très mal à rusher l'époque. l'AMF, tu peux pas rusher quoi que ce soit du genre. Donc, Non. C'est très dur à faire. Je pense que la seule façon pour un startup de réaliser ce qu'on a fait, c'est vraiment par le chemin qu'on a pris via en fait une bonne vieille compagnie de services qui réalise des revenus comme tout le monde devrait faire normalement, des revenus dans une compagnie. T'sais. Ouais. Fait que c'est où que je voulais aller avec ça? Je me rappelle même plus. Donc, vous avez fini par trouver votre idée, Ben oui. puis développer un partenariat vraiment solide. Ouais, exactement. Puis là où on en vient à l'immobilier, c'est quand on a rencontré Monsieur Lépine. Je me rappelle plus dans quel contexte ou pourquoi qu'on a rencontré Monsieur Lépine, mais on a rencontré Monsieur Lépine à plusieurs reprises. Puis pas au club, là. Non, pas au Je pense que club. quand je t'ai rencontré au club, c'était une des premières fois que tu allais là. Pas au club, c'est Monsieur Lépine qui nous a convaincus d'aller au club. Fait que Monsieur Lépine, je me rappelle plus exactement pourquoi. C'est soit nous
qui l'avait approché pour d'autres choses ou soit lui qui nous avait approché pour la tokenisation. Bref, on a eu une discussion avec M. Lépine qui nous a montré comment qu'on pourrait tokeniser de l'immobilier puis pourquoi. Le pourquoi nous a vraiment frappé parce qu'on pensait pas ça. Puis, on savait qu'il y en avait d'autres des compagnies qui font de la tokenisation dans le domaine ailleurs dans le monde. Il y en a d'autres. Ça s'en vient ailleurs dans le monde. Il y en a-tu d'autres au Québec? Non. Ils sont pas tous légaux. J'en connais pas qui font ça exactement comme nous, d'une manière purement légale. J'en connais pas. À date, je pense que c'est nous qui est le plus sur le chemin de la légalité. Là. Nice. Ouais. À date, de ce que je connais, là, de ce que je connais des autres entreprises. La plupart sont très, très illégales, là, je te dirais, voire même marchent dans l'obscurité absolue. Puis ils s'adressent à des puristes. Il existe jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre. Ils vont peut-être se faire prendre, sûrement. Ou, ils marchent dans des pays où les lois sont très flexibles. Mm-hmm. Il y a ça aussi. Mais tout ça pour dire que ça m'importe peu. Là. Je pense que, anyway, qu'en légalisant le plus que possible, en fait, pas en légalisant le plus que possible, en fonctionnant selon la loi et avec l'AMF, je pense vraiment qu'on peut se démarquer. Là. Je pense pas que c'est un problème à ce niveau-là. Fait qu'on a rencontré M. Lépine qui nous a montré comment le faire légalement. Parce qu'à l'époque, il faut que tu saches que nous, notre objectif, c'était déjà de démocratiser la tokenisation. Par tous ces processus-là de tokenisation qu'on a développés dans différents marchés, on avait déjà l'idée de démocratiser la tokenisation parce que la blockchain, à l'époque, quand nous, on est arrivé dans le marché pour tokeniser, la technologie n'était pas rendue là, n'était pas rendue au point que ça soit simple. Là, elle l'est, mais nous, on a développé des choses dans le temps pour que ça se fasse simplement. Puis ça nous a pris énormément de temps à développer ça. Puis c'est par après, on était dans les premiers à pouvoir vendre n'importe quoi qui était tokenisé via du dollar canadien. On était les premiers à accepter du dollar canadien face à un NFT, par exemple, ou n'importe quel actif tokenisé au Québec. Fait que on a carrément réinventé une manière vraiment innovante de le faire là, à l'époque. Là, à cette heure, tout existe, puis il n'y a pas de problème. Il y a en masse de monde qui ont travaillé là-dessus, puis ils ont tout réinventé, puis tout est correct. Mais à l'époque, c'était compliqué à faire. Juste payer avec ta carte de crédit sur un site web, puis une carte normale, là, une Visa conventionnelle, là, avec du dollar canadien pour acheter de quoi sur la blockchain. Puis simplement, là, juste à rentrer ton... Même là, aucun wallet, là. Il fallait que notre plateforme crée le wallet pour le consommateur d'une manière automatique. Fait que même mon grand-père aurait pu acheter de quoi via notre plateforme. C'est à ce point-là qu'on voulait démocratiser les choses. Puis dans le temps, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Il y avait personne qui faisait ça de même. Fait que c'est avec cette idée-là de démocratisation qu'on en est arrivé à jaser à M. Lépine. Puis nous, on avait déjà tout notre bagage de développer. Derrière, il y avait toute la techno de développer pour ça. Puis quand on a parlé à M. Lépine, on y avait fait une démo. Il avait fait une démo de tokenisation puis d'achat de cet actif-là via les méthodes conventionnelles. Puis même M. Lépine, là, on y a fait la démo, mais même M. Lépine aurait pu être le consommateur qui aurait acheté le produit tokenisé en question. Là. Fait que parce que c'était tellement user-friendly que même quelqu'un qui n'est pas habitué au concept de wallet, même quelqu'un qui n'est pas habitué à des concepts de NFT, entre guillemets, puis c'est quoi, puis tout ça, même ces personnes-là, comme M. Lépine, auraient pu utiliser sa carte de crédit. Là, pour faire tes tokens dans un immeuble, ça va être dans un wallet? Ouais, il y a un wallet. Un NFT?
ça s'appellera pas un NFT. OK. Puis il va y avoir un wallet pour contenir les informations. C'est juste que le monde n'auront pas nécessairement... il ne sera pas marqué wallet, là. Tu comprends? Mais derrière la tech, ça va être un wallet. Il y a différentes technologies de wallet, là. Je n'entrerai pas dans ces détails-là. Là, si tu vas sur le registre des entreprises, puis tu regardes la compagnie qui détient l'immeuble, qu'est-ce que tu vas voir dans la liste d'actionnaires? Tu veux dire sur le registre des entreprises? Sur le registre des entreprises, quand dans le fond, tu regardes au rôle foncier, tu vas voir, bon, telle compagnie détient tel immeuble. Tu vas aller sur le registre des entreprises, tu vas Tu vas regarder avoir la même chose que d'habitude. Fait que Donc tu vas avoir les mêmes actionnaires que d'habitude. Ils peuvent être actionnaires à leur nom personnel ou à travers une Inc. société, ouais. Okay. Tu vas voir ça change rien. C'est pas la plateforme. La plateforme, nous, elle prend juste ce qui est papier puis elle l'amène numérique. Okay. Les principes légaux, d'ailleurs, ne changent pas. Là. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses puis il y a beaucoup de connaissances à mettre sur le numérique. Là. Puis c'est complexe. Mais, je veux dire, on suit la recette, là. On suit la même recette. Même le même chemin. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on a rencontré M. Le Pen, puis il était impressionné de notre démo. Puis c'est là qu'il nous a dit, ben là, pouvez-vous tokeniser un immeuble? Puis là, je pense que c'est là qu'après, il nous a expliqué pourquoi, puis tout ça. Puis on a eu d'autres rencontres avec lui. Puis après ça, on est allé à la CIQ. On a rencontré Jean-François Picard, qui nous a beaucoup aidé au niveau de l'ingénierie financière. Jean-François est très, très fort au niveau de tout ce qui touche optimisation. Puis je pense même qu'il donne des cours à la CIQ, je pense. Il est à Québec, lui, hein? Oui, il est à Québec. C'est pour ça que je ne suis pas très familier avec... Je sais qu'il est bien impliqué, mais... À la CIQ de Montréal, il est tout le temps là, ou il est souvent là. Puis, c'est ça, il nous a beaucoup aidé à ce niveau-là, à comprendre les besoins du promoteur, comprendre aussi pourquoi qu'on utiliserait le capital action. Fait qu'on a travaillé énormément avec lui, là. On s'assoyait 3 jours, semaine, pendant 30 minutes. C'est 3 ou 4 mois qu'on a fait ça toutes les semaines. Là. Fait qu'on a travaillé fort à essayer juste de comprendre puis à déchiffrer l'ingénierie financière pour aller chercher le pourquoi qu'on le ferait en capital action, puis sous quelle forme, puis comment ça va s'opérer, tout ça. Pour trouver la recette gagnante. La recette gagnante fiscalement parlant aussi. Oui, exact. Où est-ce que tu vois la tokenisation au Québec dans 10 ans? C'est quoi ta vision pour dans 10 ans? Je pense qu'on serait capable d'aller chercher des notices d'offres. T'es-tu familier avec ces concepts-là? C'est sûr qu'il va falloir travailler vraiment main dans la main avec l'AMF. Il va falloir que l'AMF voit à quel point on est sérieux. Ils vont le constater, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance. La notice d'offre serait liée à la plateforme ou à chacun des offerings? C'est le type d'investisseur qui peut investir. Ouais, fait que je pense. Fait que tu sais, t'as investisseur qualifié, t'as les dispenses, t'as différentes dispenses. Puis, il y a la dispense de la notice d'offre. Puis la notice d'offre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut aller chercher... C'est plus sévère, par contre, pour le promoteur, mais elle peut aller chercher en contrepartie des investisseurs qui ont un salaire moins élevé qu'un investisseur qualifié. Quand on parle d'un salaire de 75 000 et moins. Et plus, excuse-moi. Ouais, et plus, évidemment. Donc, il y a déjà légalement toutes sortes de dispenses qui font en sorte qu'on est capable d'aller chercher des investisseurs de tout genre. Là. Fait qu'à la longue, là, c'est sûr qu'à court terme, on se concentre sur des gros, mais à la longue et avec l'historique qu'on va avoir, on va prendre l'expérience, on va avec l'AMF, puis on va être en mesure d'aller chercher des notices d'offres qui sont différentes dans que juste l'investisseur qualifié. Fait que dans les 2-3 prochaines années, tu imagines plus travailler avec des institutionnels, des family office, puis éventuellement
peut-être dans 5 ans, Exact. 5 ans, travailler avec du retail, tu sais, des gens avec fortunés, Ben, toujours qualifiés. Tu sais, il y a des promoteurs qui m'approchent puis qui me disent Hey, mes employés, pourraient-tu investir? Tu sais, un Ouais. peu comme un programme d'option d'achat. Là, on voit ça surtout dans les startups en Ça, je tech. pense que Là. la dispense le permet. Puis il existe une dispense pour faire ça. C'est juste que, tu sais, une bouchée à la fois, on va mettre en place certaines dispenses. Employés, Puis il existe consultants. déjà, tu sais, légalement, il existe plein d'outils que l'AMF a mis en place. C'est juste il faut le faire selon le cadre que l'AMF a mis en place sur le marché. La notice d'offre existe, il y en a d'autres. Le prospectus, éventuellement. Ben les prospectus, c'est la même chose, là, en fait. C'est quoi tu veux C'est-tu dire? la même chose? Ouais. Notice d'offre, c'est un peu plus court qu'un prospectus. Je pense. Excuse. Un notice d'offre, c'est plus complexe parce que le promoteur, il faut il y a plus de rapports à faire. Ouais. C'est qu'il faut que tu comprennes que la notice d'offre, on s'approche. C'est comme l'étape avant d'être public. Là. Fait que t'es quand même. Tu viens comme de monter une étape là, dans la complexité là, quand tu approches la notice d'offre. Ben, il y a plus de rapports. Je connais pas tous les détails. Là. Ouais. Mais on s'approche des conformités au niveau public. Ouais. Là. Comme dans le fond, les genres de conformité qu'un REIT va utiliser. Un REIT privé. Ouais. Fait que l'avenir, je pense que le numérique a sa place. Puis ça ferait pas de sens d'imaginer le contraire. Quand on y pense fort bien, là, je vois pas comment le numérique pourrait pas prendre sa place dans un monde qui a besoin de plus de sécurité, de transparence, de vitesse et de qualité. Fait que d'avoir du numérique, ça l'ouvre des portes à ça. Mais merci beaucoup d'être venu partager sur le podcast ton parcours, ta vision, une technologie vraiment incroyable. J'aime bien finir mes entrevues avec la même question. Si tu pouvais écrire quelque chose sur un billboard géant que toute la planète pouvait voir, un message que tu lances à l'humanité, qu'est-ce que tu mettrais sur ton billboard? Aïe, aïe. Je mettrais... Pour l'avenir, ça? Comme une boîte temporelle? Un message que tu lances à toute l'humanité qu'ils peuvent voir sur un billboard géant. OK. Je leur dirais travailler fort parce que le succès, ça dépend juste de ça. C'est bon. C'est vrai. C'est vrai. La plupart du monde qui regarde Elon Musk, il est tellement blanc, c'est sûr qu'il a travaillé toute sa vie. C'est fou, hein? Il y a une époque où t'étais bronzé quand tu travaillais fort parce que tu passais ta vie dans le champ, puis aujourd'hui, plus t'es blanc, plus t'as passé le temps dans le bureau. Ouais, exactement. Les choses se sont inversées. Exact. Écoute. Mais je pense que s'il y a un message d'espoir, c'est quand vous avez des belles idées, vous pouvez y croire parce que c'est juste une question de travailler fort. On peut partir de rien, pas obligé d'être riche. J'ai créé cette société-là sans aucun investissement whatsoever. Aucun. $0. Puis regarde où ce qu'on est aujourd'hui. Je pense très bien que n'importe qui peut réaliser n'importe quoi en autant qu'il y croit puis qu'il y fonce à 110%. Puis qui est capable de bien s'entourer comme tu le fais. Ouais, exactement. Mais je pense que ça va de soi si tu travailles fort. Je pense tu vas attirer les bonnes personnes. Tu vas attirer les bonnes personnes puis tu vas savoir t'entourer aussi. Tu vas finir par le savoir. Tu vas te planter, mais tu vas te relever. Puis c'est ça aussi le succès. Là. Il y a beaucoup de monde qui se plante puis qui continue pas, mais il faut juste continuer. Il faut juste travailler fort. Super. Ben écoute, j'espère que tu accepteras de revenir sur le podcast dans quelques années, nous donner des updates sur cette folle aventure. J'aimerais ça, ben écoute, oui. On va sûrement entendre parler beaucoup de toi de toi et Thomas et de Tokies dans les prochaines années. Ben oui, puis merci beaucoup de m'avoir invité. C'est fort gentil. Ça me fait vraiment plaisir.